Ça marche. Voilà. Merci Adrien. Et donc, nous te laissons la parole. Donc, des fois, j'interviens, tu sais, s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Ça marche. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette quatrième fois. Je pense qu'il y en aura une cinquième. Je pourrai compter sur vous. Peut-être on essaiera de faire évoluer la formule, en tout cas, pour qu'on en discute. Non, je suis toujours content de pouvoir prendre le temps d'échanger avec vous. Certains d'entre vous, peut-être, ou du moins vos pairs étudiants en STAPS, parfois me sollicitent pour des entretiens individuels. Malheureusement, comme vous allez pouvoir le voir dans la présentation, j'ai assez peu de temps pour pouvoir vous recevoir individuellement. Alors quand il y a l'occasion qui se présente de pouvoir parler à une assemblée, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience, ma formation, de répondre à vos questions et de vous donner pourquoi pas aussi quelques outils. J'en ai rajouté un par rapport à l'année dernière, un outil un petit peu concret que pour vous-même vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de votre vie de tous les jours pour pouvoir mieux appréhender vos pensées. C'est à peu près de toute façon de ça qu'on va parler aujourd'hui. Okay. Donc n'hésitez vraiment pas tout au long de la présentation à me poser des questions quand vous le souhaitez. Ça me fera plaisir d'y répondre. Ça marche ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien me mettre debout quand je parle, mais j'ai pas le droit. Donc, je suis assigné... Comme notre interlocuteur de la semaine dernière. Bon, bah voilà. Donc, il va falloir que je me force à rester cloîtré comme ça, mais normalement, j'aime bien me lever, interagir plus avec vous, m'approcher de vous et ainsi de suite, ce qui ne sera pas possible pour aujourd'hui. Donc, on s'adapte. Alors... Aujourd'hui, on va voir tout simplement des choses en rapport avec la préparation mentale, une image assez évocatrice pour commencer, avec un sportif et des engrenages au niveau du cerveau. On va mettre quelque chose un petit peu au clair pour poser les bases dès maintenant. La notion, par exemple, dans le langage commun, on peut entendre dans les consciences collectives « je me suis surpassé ». Pour moi, le surpassement, ça n'existe pas. Okay. Si par exemple un athlète fait une très grande performance le jour J, il ne s'est pas surpassé, il a simplement mobilisé des ressources qu'il avait en lui. Par contre, son mental ne l'a pas verrouillé, ou très peu. En fait, le mental, il va agir comme un verrou entre 0% à 100%. Alors 100%, c'est que vous pouvez mobiliser aucunement les ressources que vous avez en vous. Prenez par exemple l'exemple d'un étudiant qui a bien révisé, qui s'est bien préparé et en arrivant en amphithéâtre le jour d'un examen sous une pression assez intense, a le syndrome de la page blanche. Son mental verrouille ses automatismes à 70, 80, 90%. Okay. Lorsque quelqu'un fait une bonne performance, en quelque sorte, c'est que tout l'aspect mental lui donne accès physique, technique, tactique, et ainsi de suite à tous ces automatismes conscients et inconscients. Okay. Donc, pas de notion de surpassement, c'est quelque chose que je voulais vous préciser avant d'aller plus loin. Donc l'équipe de hand de France, là, qui a fait quand même un bel exploit... contre la Suède. Il y avait la Suède et le Danemark après. Après le Danemark en finale, ouais. Ça se joue dans les derniers points, dans les dernières minutes. Enfin, ça se joue certainement, ça se prépare avant, mais il n'y a pas de surpassement. Non, il y a une bonne capacité notamment à pouvoir revenir au présent, revenir à de quoi est fait le contexte, de se mettre en cohérence avec un instant et de ne pas être porté sur « oh là là, il nous reste 40 secondes, il y a 2 buts à remonter » et ainsi de suite, et de subir la pression des incertitudes du futur. On va le revoir de toute façon parce qu'on va voir pas mal les fondamentaux du mental, bien sûr, qui n'appartiennent qu'à moi. Alors, le petit sommaire, on va voir... la partie un petit peu plus personnelle sur ma formation et mes expériences. Ensuite, on va voir quelques fondamentaux et un outil. Et puis ensuite, on va parler du métier de préparateur mental et de préparatrice mentale, excusez-moi aussi, en lui-même. Ça marche ? Voici ma formation. Donc, vous avez à peu près sur les 11 dernières années l'obtention d'une licence STAPS en 2012, entraînement sportif, donc la spécialité que vous faites actuellement. Ensuite, j'ai fait le choix de partir sur un master STAPS avec l'expertise en préparation physique et mentale. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt choisi le mental que le physique.
En 2015, après, je suis parti au Canada pour tout simplement à la fin de mon année de master. J'avais un stage de 2 mois à effectuer. Je l'ai fait au Canada, dans un centre olympique. Ils ont voulu me garder, donc je suis reparti directement après ma soutenance de mémoire au Canada. Et j'ai travaillé au Canada jusqu'en 2018 pour les équipes olympiques du Canada dans 7 disciplines différentes, et notamment les Jeux olympiques de Rio en 2016. Il y a une grande différence entre l'Amérique du Nord et la France sur le fonctionnement, notamment à donner sa chance à des personnes qui sont assez jeunes et assez peu d'expérience. Et donc, je me suis retrouvé assez rapidement en 2015 à avoir des responsabilités assez importantes à l'âge de 24 ans, notamment à être le référent sur cette discipline dans la préparation des athlètes canadiens. Juste une petite question, Adrien. Qu'est-ce qui t'a amené à partir tu parlais d'un stage, mais pourquoi plutôt le Canada que la France ou l'Europe Alors déjà, quand on s'intéresse aux neurosciences et à toute la dimension psychologique, le Canada, ils sont quand même assez bons dans toutes ces dimensions-là. Ils ont des labos de recherche avec des grosses subventions. Je pense notamment à Ottawa, Toronto, Montréal, Edmonton, Vancouver. Et donc pour moi, c'était vraiment un berceau de la dimension de la psychologie du sport et de la préparation mentale. Donc mon choix s'est porté sur le Canada à ce niveau-là. Aussi parce que ça pouvait me permettre de parfaire mon anglais. Donc il y avait aussi cette logique à vouloir bien maîtriser une deuxième langue. Et puis ce côté un petit peu nord-américain où si la personne n'a pas froid aux yeux, elle est talentueuse, elle est prête à investir 90 heures, 100 heures, 110 heures semaine dans son projet, que ça serait récompensé, qu'il n'y aurait pas de barrière, je me suis dit let's go. Parce que c'est un petit peu la manière dont je fonctionne. On va dire que quand j'ai quelque chose en ligne de mire, je ne compte pas trop le temps que j'y consacre. Voilà. Je vois que tu t'es formé de 2015 à 2018, c'est ça là-bas, ouais. Au Montréal, sur différents aspects de la préparation mentale. Ouais, dans le cadre de mon activité, on avait le droit à de la formation continue en quelque sorte. Et puis, du coup, j'en profitais pour à peu près une fois par année parfaire un petit peu le bagage que j'avais, le bagage universitaire que j'avais. C'est important dans une carrière d'aller chercher de la formation continue, justement, tu abordes la question. Pour ceux qui sont intéressés par la dimension mentale, mais aussi par rapport à la dimension physique ou l'entraînement, je vous recommande vraiment d'avoir des parcours entremêlés entre un parcours universitaire qui va vous apporter certaines compétences, contenus et ainsi de suite, et un parcours très professionnalisant à travers des formations, des certificats, des DGEPS et ainsi de suite. Et les deux ensemble, ça vraiment apporte une complémentarité qui permet d'avoir un CV très complet. Moussa. Moi, c'est Moussa. Je suis spécialiste du volleyball à Caen, c'est ma 3e année. Et du coup, je vois que vous avez beaucoup de formations. Est-ce que c'était des formations en alternance est-ce que c'est des formations initiales? Des formations, pardon? Initiales. Alors, il y a un peu de tout. Il y a de la formation qui va durer à peu près une semaine. Comme la formation de 2017 en cohérence cardiaque, ça a duré une semaine, à des formations comme les licences TAPS ou Master TAPS qui durent donc 3 ans et 2 ans. Le certificat en sophrologie, ça a duré 3 mois, mais à chaque fois, c'était quelque chose qui s'intégrait à mon emploi du temps professionnel. Parce que faut se dire que sur mes années au Canada, je travaillais à peu près ça oscillait entre 50 à 80 heures semaine à peu près. Et parfois, dans les périodes de rush, une 60aine de jours sans repos. Voilà, sans dimanche, rien. Donc, faut se dire qu'en gros, toute ma vie en 2014-2018, elle était orientée et focus sur la dimension mentale, la formation, l'accompagnement des athlètes, les rencontres avec les staffs, voyages, beaucoup de voyages, un peu partout au Canada et aux États-Unis. Donc, voilà, il y a un petit peu de tout, une semaine à plusieurs mois. Voilà. Et en tant que préparateur mental, même peut-être préparateur physique, vous trouvez que c'est important de continuer à se former
tout au long de la carrière. Ouais, ça permet de pouvoir venir compléter votre discours, de ne pas tomber dans une routine et d'être toujours convaincu par ce que vous faites et d'être convaincant quand vous présentez les choses auprès des athlètes que vous accompagnez. Et à mon sens, pour se tenir vraiment à jour de tout ce qui peut sortir, de tout ce qui existe et ainsi de suite, il est important d'être vraiment au fait de toutes les nouveautés. Alors, moi, j'ai la chance de faire partie du groupe INSEP. Et donc, dans le groupe INSEP, ça concentre tous les psychologues du sport, préparateurs et préparatrices mentales de France, métropolitaine et bien sûr tous les dom-tom français. Donc, il n'y a pas meilleure formation que d'échanger avec ses pairs et qui sont tous plutôt avec des renommées internationales en plus de ça. Donc, on va dire, je considère ça comme une formation. Bien sûr. Merci, Moussa. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Tu peux te lever si tu veux, qu'on puisse bien t'identifier. Ouais, je m'appelle Louis. Je voulais savoir, concernant le master que vous avez fait, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il était plutôt bien ? Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce master ? Merci. Alors, pour mon master à Pau, déjà, à savoir qu'il était placé sur 2 villes, Pau et Tarbes. L'essentiel était à Tarbes, mais il est rattaché à l'université de Pau, c'est pour ça que j'ai indiqué Pau. Alors, il avait déjà une dizaine d'années de roulement, ce master. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est un petit peu en lien avec le fait qu'il va y en avoir un l'année prochaine à Caen. Ouais. Faut se dire que les maquettes, elles évoluent avec le temps. Donc, par exemple, la maquette de ce master-là, elle n'a pas été la même entre sa première année et sa 10e année. En fait, selon les retours d'expérience des étudiants, des professionnels, des professeurs et ainsi de suite, les maquettes s'approchent au plus proche des besoins. On a une injonction au niveau universitaire de proposer des offres d'information tous les 5 ans. En plus. Donc, 4 ou 5 ans exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, et heureusement, les maquettes évoluent. Alors, je dirais que j'ai choisi celui-là pour le fait qu'il était très appuyé sur la dimension mentale et le maître de conférence présent qui s'occupe de toute la dimension mentale, c'est Julien Bois. C'est un professeur, un maître de conférence qui j'avais déjà lu certains de ses travaux, je m'y retrouvais beaucoup, je le trouvais très intéressant. Et ce qui rend aussi les cours intéressants, c'est l'éloquence et le charisme des professeurs qui accompagnent ces cours-là. Donc pour moi, lorsque vous choisissez votre master, par exemple, si vous avez comme ambition d'aller faire un master, essayez de regarder aussi, pas que les matières et la structure, mais les profs qui les animent. Essayez de regarder les conférences qu'ils font, la manière dont ils parlent, est-ce qu'ils ont l'air passionnés par ce qu'ils font et ainsi de suite. Parce que c'est quand même eux qui vont vous accompagner quand même un certain temps. La relation entre professeurs et étudiants en licence et professeurs et étudiants en master n'est pas tout à fait la même. Okay. Donc, elle évolue forcément. Et puis, alors, en doctorat, c'est encore autre chose. Donc, il me semble important de regarder aussi quels sont les professeurs qui vont animer. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y avait de tête, sans dire de bêtises, je dirais qu'il y avait 240 heures sur les 2 années, simplement sur la psychologie du sport et la dimension en rapport avec la préparation mentale, sophro, etc. Ce qui était en France le plus gros volume horaire associé à la dimension mentale. Alors, effectivement, depuis, il y a beaucoup d'universités qui se sont spécialisées à Lyon, Dijon, Montpellier, Nantes, Bordeaux, je crois aussi, j'en suis complètement sûr, Grenoble, Lille. Vous voyez, vous avez tout un panel, si vous vous intéressez, Créteil, qui est en relation avec l'INSEP d'ailleurs. Si vous vous intéressez à ce type de master, vous avez quand même une offre de formation aujourd'hui qui est importante. Donc, regardez les maquettes. Et Caen, bien sûr. Regardez les professeurs qui vont faire les cours. Regardez un peu leurs conférences, sur quelle thèse ils ont travaillé. Peut-être qu'il y a une thèse qui va aussi se rapprocher de vos attentes. Peut-être regarder aussi sur les réseaux sociaux les retours d'étudiants. Parfois, il peut y avoir aussi des retours d'expérience. Regardez aussi l'insertion professionnelle rattachée au master, c'est important. Et puis, prenez peut-être aussi un master où vous vous projetez peut-être bien sur le territoire dans lequel il est.
Admettons, je sais pas, il est à Mulhouse, mais vous avez vraiment pas du tout envie de travailler. J'ai rien contre Mulhouse. Vous n'avez pas du tout envie de travailler dans cette région-là. Dites-vous que pendant les 2 ans de master, vous allez faire quand même un peu de réseautage aussi. Et peut-être qu'il sera plus facile dans ce réseautage d'avoir une implantation sur région. Donc peut-être, si jamais vous avez une appétence pour la ville, admettons, de Montpellier, qu'il y a un master à Montpellier et ainsi de suite, peut-être qu'il serait judicieux de choisir celui de Montpellier parce que dans votre projet professionnel, vous voulez aller là-bas. De mémoire, je m'intéresse pas mal à ces formations. Actuellement, il me semble, Adrien, tu me démentiras, que seul Montpellier vraiment propose une formation en psychologie du sport. Il me semble. Alors je crois que l'université de Dijon commence à se structurer de ce point de vue-là. Mais alors à l'alternative des masters aussi, vous avez tout ce qui est DU, diplômes universitaires qui se sont développés depuis l'époque où tu as fait ton master et qui sont également de très bonnes formations. Je ne sais pas si tu as été en contact avec des... Il y a Clermont, entre autres. En fait, pour vous donner la différence entre le DU et le master, on va dire concrètement, hormis la différence de titre, un DU va être un peu plus professionnalisant qu'un master va être un peu plus recherche, à mon sens. Alors après, il y a des masters pro et des masters recherche. Ça, c'est un master recherche, par exemple. Ça veut dire qu'il a pour viser potentiellement à ce qu'il y ait un très faible pourcentage à la fin du master qui partent vers un doctorat. Voilà. Donc ça vous donne aussi toute cette appétence à la recherche, à mener des études, à construire des groupes témoins, ainsi de suite. C'est assez intéressant si vous avez envie de faire évoluer les choses aussi. Par exemple, avec toute la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, les lunettes virtuelles et ainsi de suite, ce sont des éléments qui, à mon sens, vont permettre de pouvoir développer la dimension mentale dans les années qui vont venir. Puisqu'on en est au stade de l'évocation des formations, là vous avez en ligne actuellement la maquette du futur master EOPS de Caen, et vous pouvez voir si c'est la préparation mentale qui vous intéresse, vous pouvez voir là, c'est très clair, le nombre d'heures de consacrées sur les deux années de formation à la préparation mentale, et si bien sûr, comme tu le disais, voir au moins déjà si les thématiques abordées vous intéressent. Là, il n'est pas encore précisé qui interviendra dedans. Voilà. Merci Adrien pour cette présentation. Peut-être que tu as encore des choses. Oui. Non, après. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose dans ton parcours qui est intéressant, c'est quand tu es parti au Chili, non, c'est pas ça? Ah oui, ça va être. Ça m'intéresse ça, parce que ça montre aussi qu'un parcours, c'est pas linéaire. Non, effectivement. Donc à travers des logos, pour représenter assez. Avec des images, on va dire, c'est peut-être une déformation professionnelle de représenter les choses par des images, mais c'est très évocateur pour l'esprit. Donc un petit peu l'essentiel de mon parcours sur les 12 ans. C'est la 12e année que je suis coach mental maintenant. Et donc j'ai commencé à ma dernière année de licence à faire des débuts en préparation mentale avec le pôle France des Dauphins du TOEC, qui est à mon sens le meilleur club de natation sur les 10 dernières années. Et ensuite, j'ai travaillé avec le centre olympique, notamment de la natation au Canada et puis d'autres, mais je ne pouvais pas mettre toutes les images. Travaillé pour ensuite Rio. Et puis une fois arrivé en 2018, que j'avais fait ce que j'avais à faire au Canada, j'ai pris une grosse décision parce que faut se dire que à ce moment-là de ma vie, je gagnais extrêmement bien ma vie. J'avais un poste que tout le monde rêve, en quelque sorte, si on s'intéresse à la dimension mentale. J'avais une vie très palpitante entre des grandes mégalopoles nord-américaines, mais j'avais eu le sentiment en 4 ans d'avoir fait le tour. Okay. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je donne comme suite? Donc en 2018, j'avais 27 ans. Et donc j'ai décidé de quitter mon emploi et de tout vendre, parce que j'avais acheté une maison et ainsi de suite, de tout vendre et de partir avec 9 kilos pendant de 2018 à 2020. Un an essentiellement voyage et un an essentiellement travail au
Pérou, du coup. Ah, c'était pas Chili. Non, excusez-moi. Argentine et Pérou. D'accord. Où j'ai travaillé pendant un an pour les équipes péruviennes et argentines pour les Jeux panaméricains de Lima en 2019. À savoir que j'avais pris allemand en LV2 en première et terminale, donc je ne parlais pas un traître mot d'espagnol. Mais ça va, étant donné que c'est une langue qui a des racines latines, appris assez rapidement. Et donc voilà, j'ai fait un an d'expérience là-bas. J'y serais sûrement resté un peu plus longtemps, mais le Covid est arrivé. Et la situation sanitaire au Pérou était très très complexe avec l'arrivée de l'armée et ainsi de suite. Donc j'ai dû prendre un vol d'urgence. En juin 2020, je suis arrivé donc en France avec mes mêmes 9 kilos, en quelque sorte. Et puis pas de compte bancaire, pas de carte d'identité, pas de carte vitale, rien en fait, rien du tout. Et juste le soutien de mes parents. Et C'est pas mal. c'est pas mal. Et du coup, quand on revenait à cette période-là, surtout de l'étranger, on devait avoir un mois où on était confiné. Et donc, je me suis dit, je fais quoi? Parce que c'était pas du tout prévu de revenir en France. Et du coup, le soir même, j'ai fait la démarche pour redevenir auto-entrepreneur. Enfin, pour devenir auto-entrepreneur. Et donc ça, on est en juin 2020. En septembre, je fais mon premier salaire à temps plein. Septembre 2020, 2 mois et demi après, je fais mon premier salaire vraiment à temps plein en préparation mentale. Voilà. Pour vous dire à peu près, j'avais dû faire 1 800 € à peu près, net. Mais merci pour ce petit témoignage qui vous montre aussi qu'on prend des décisions et que de toute façon, ces décisions sont enrichissantes, même si on quitte un peu notre domaine de formation à l'origine. Lorsqu'on y revient, peut-être qu'on a plus de recul, peut-être plus d'abnégation, et puis du coup, on a encore plus de motivation pour s'y investir. Alors, je vais parler un petit peu du régime de l'auto-entrepreneuriat, parce qu'il me semble important, ça, oui. vraiment adapté au travail de préparateur ou préparatrice mentale. En fait, encore en France, pour vous parler un peu du paysage français, de comment ça se passe en 2024, il n'y a que très très peu d'offres de postes en CDD ou CDI dans les fédérations ou dans les clubs professionnels. C'est très très rare. Alors vous allez principalement devoir ouvrir finalement un peu votre activité en préparation mentale en tant qu'indépendant et indépendante, et notamment le régime d'auto-entrepreneur est tout à fait adapté pour ça. Les cotisations sont plutôt correctes, on parle de 22%, et puis ça se fait en 2 jours, l'ouverture d'une micro-entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà une micro-entreprise, peut-être. Le chiffre d'affaires, vous n'avez pas de TVA à payer jusqu'à 36 800 € par année, donc ça vous donne le temps de voir quand même. Quand vous arrivez à 36 800 € de chiffre d'affaires dans l'année, étant donné que vous n'avez pas de dépenses comme un peintre qui dépenserait en matériel, vous vivez déjà de votre activité. Ok. Alors, peut-être quelques déplacements éventuellement. Oui, à la limite des déplacements. L'hébergement, mais bon. Sinon, je travaille donc avec le Centre sportif de Normandie, encore actuellement pour la 4e année. Je travaille avec l'INSEP. Je travaille avec un organisme qui s'appelle le CESNOR qui a fermé depuis maintenant. Je travaille avec la Fédération française d'athlétisme, parce qu'il faut avoir une accréditation pour pouvoir travailler avec eux. On est une vingtaine en France. Ils sont très, très exigeants. Oui, je me rappelle du dossier, ils sont très exigeants. Je travaille avec le club de hockey des Dracars, par exemple. La maison régionale de la performance qui vient d'ouvrir depuis cet été. Qui est en pleine réussite, les Dracars, me semble-t-il. Oui, son premier. La Ligue de Normandie de tennis, et bien sûr pour les Jeux Olympiques de Paris, où j'ai quelques athlètes, et notamment mon travail avec la Fédération d'athlétisme, je vais être amené à travailler pour les Jeux. Très bien. Voilà pour les expériences. Je ne sais pas si il y en a certains qui ont des questions. Actuellement, tu es toujours sur le statut auto-entrepreneur. Oui. D'accord. Alors, plusieurs questions. Valentine? Bonjour, je m'appelle Valentine Manin, je suis en spécialité tennis. Je voulais savoir, en tant qu'auto-entrepreneur, je suppose qu'il faut se faire un réseau, il faut essayer de rencontrer des gens, etc. Comment avez-vous fait pour
pouvoir trouver ce réseau? Alors, comme vous allez travailler, pour ceux qui ont ce choix de partir vers la préparation mentale, mais la préparation physique, il y en a une bonne partie aussi qui se fait en indépendant. Ce qui va vous faire réussir, à mon sens, c'est vos compétences, bien évidemment, mais c'est surtout votre personnalité. Votre capacité à pouvoir prendre des initiatives, à être ouvert vers les autres et à savoir demander de l'aide. Savoir comment demander de l'aide, parce que tout seul, vous ferez strictement rien du tout. Donc, c'est ce que vous allez dégager auprès des autres, c'est la clarté de votre discours quand vous vous présentez, ça va être le côté convaincant aussi de votre démarche, ça va être aussi votre côté un petit peu stratège, créatif et ainsi de suite. Ça, c'est clairement votre personnalité sur laquelle il va falloir travailler pour la façonner en rapport avec ce que demande le métier. Okay. Ce que demande le métier, il faut avoir une grosse fibre entrepreneuriale. Par contre, sur la thématique notamment du réseautage, est-ce qu'il faut aller rencontrer plein de monde et ainsi de suite, par exemple, moi je suis quelqu'un, tu me verras assez rarement dans des endroits en lien avec le sport. Par exemple, le Palais des Sports, j'y suis assez peu. Là, j'ai été invité pour l'ouverture du Master EOPS. C'est presque, voilà, c'est une rareté que j'y aille. Là, j'y vais parce que, bon, pourquoi pas. Allez. Mais en fait, c'est de faire le réseautage dans lequel tu te sens bien. Le but, c'est pas d'aller commencer à vouloir boire des coupes de champagne avec du beau monde pour dire, bah voilà, moi je suis préparateur mental, travaille avec moi. C'est de le faire aussi dans le registre dans lequel tu te sens à l'aise de le faire. Très concrètement, dans mon petit camping-car, j'ai fait un Excel de tous les organismes sportifs et clubs en Normandie. Je l'ai, l'Excel, je peux vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que c'est assez, je pense, évocateur du travail très simpliste, alors très redondant, mais très simpliste. Mais indispensable. Voilà, arriver dans un endroit et de comprendre comment fonctionne l'environnement. Et donc, j'ai fait ça en prenant toutes les informations de tous les sports, les numéros, les mails et ainsi de suite. Et c'est assez tu t'es constitué un fichier. Ouais. Et donc fichier ça, pour réseauter, justement. ça a été en quelque sorte ma base de travail, où ensuite, il a fallu que je contacte au fur et à mesure des gens avec qui j'avais envie de travailler. Donc le but n'a pas été de contacter forcément tout le monde. Voilà, pour le... Et donc tu as élaboré une priorité peut-être entre les personnes en fait, les structures ou les structures qui te semblaient les plus intéressantes ou pertinentes? Voilà, par exemple, le centre sportif de Normandie, étant donné qu'il avait un réel rayonnement régional, c'est un organisme que j'ai contacté assez rapidement, donc dès juin, dès le 2e jour de mon retour du Pérou. En fait, pour vous donner les faits, j'appelle à 11h15, ça sonne dans le vide et j'appelle directement le directeur du centre sportif de Normandie parce que le numéro est accessible directement sur le site du centre sportif. Et puis ça répond pas. Et puis à 11h17, donc 2 minutes après, je rappelle. Je me dis, je sais pas, un feeling, un instinct, je rappelle. L'intuition. Ouais, une intuition. Et le directeur me répond. Et il me dit, c'est marrant que vous m'appeliez, je viens juste de valider le budget pour prendre un préparateur mental en prestation de service. Voilà. L'opportunité, mais aussi parce que tu as insisté, enfin disons, tu as été tenace. Ouais. Alors, on pourrait dire quand je regarde ma vie, ce que j'y ai fait et ainsi de suite, que je suis chanceux. Mais en fait, ça n'a strictement rien avec la chance. C'est que, prenez, admettons, vous avez un bagage rempli de balles. Ok. Vous avez un nombre dans la vie de balles infini dans votre besace. Ce à quoi vous devez vous intéresser, c'est les 2 premières étapes, c'est votre intention de lancer la balle et la mise en action de lancer de la balle. Le reste, vous en foutez complètement, si la balle elle vous revient ou pas. Si vous êtes centré sur est-ce que la balle me revient ou non, vous allez vous arrêter sur votre chemin et vous allez arrêter finalement de créer des opportunités. Moi, j'adore envoyer des milliers de balles
chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est le plus important. Okay, parce que votre intention et votre mise en action, c'est les deux seuls éléments qui vous appartiennent. Est-ce que la personne va réceptionner la balle? Est-ce qu'elle va vous la renvoyer? Ça ne vous appartient plus du tout et vous êtes en train de vous polluer mentalement. Okay. C'était que peut-être il y a la façon dont tu l'envoies la balle aussi. Voilà. L'intention et la mise en action, en fait, ça s'affine. À la tenniswoman que tu es, tu ne sais pas comment l'autre va réagir, mais au moins tu sais comment tu envoies ta balle. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Mais... Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté ténacité, ne pas hésiter, mais Franck Doudet nous l'a expliqué aussi la semaine dernière, à ouvrir les portes à travers ton image sur les lancers de balles. Franck Doudet nous expliquait la semaine dernière que lui, quand il était jeune, en STAPS aussi, et il est allé frapper à la porte du manager du club de Rouen football qui jouait en Ligue 2 à l'époque, et ça lui a ouvert des opportunités en conséquence. Moussa, tu avais une nouvelle question? Oui, je vais vous demander si vous sortiez parfois du cadre extrasportif et si ça vous arrivait d'avoir des demandes pour, par exemple, des entreprises ou alors des personnes qui ont un métier très sujet au stress comme infirmière ou par exemple médecin urgentiste ou même pompier. Alors c'est une bonne question. Ne vous cantonnez surtout pas au sport, ce serait dommage. Ça serait dommage parce qu'en fait, tout ce que vous mettez en place en préparation mentale peut servir au petit loulou de 6 ans qui commence à avoir de la difficulté à aller à l'école parce qu'on s'est moqué de lui 2-3 fois. Et du coup, il développe une forme de phobie scolaire. Ça peut aller effectivement de l'étudiant en 5e année de médecine qui va bientôt débuter le concours national des spécialisations, ou de l'école de la magistrature, ou du PDG d'entreprise, ou de la personne qui commence à perdre un peu le sens de son activité et qui est en train un petit peu de trouver extrêmement fade sa routine. C'est extrêmement large, la préparation mentale. C'est de se préparer mentalement à une situation de vie. Là-bas, dans ça, je n'ai pas parlé de sport. Okay, donc, comme vous travaillez vous allez travailler en tant qu'indépendant et indépendante, vous n'avez pas trop le luxe de vous permettre de dire « Ah non, moi je travaille essentiellement qu'avec des tennismen ou tenniswomen ». Pour arriver à le remplir, hein, son agenda simplement avec des gens du tennis. Okay, vraiment essayer d'avoir une palette la plus large et puis en plus de ça, ça vous enrichit pour les autres accompagnements. Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai participé à la préparation de certains membres du GIGN. C'était un super bon accompagnement pour pouvoir m'apporter de moi une formation pour moi, pour les autres. Parce qu'à travers les accompagnements, mais c'est ma vision des choses, tous mes accompagnants finalement m'apportent quelque chose. Okay, par exemple, il y a quelqu'un parmi vous que j'accompagne actuellement, il fait une activité que moi je connais assez peu. Bien sûr, dans nos échanges, il me fait découvrir tout le monde en rapport avec cette activité. Et moi, ça me permet d'avoir finalement maintenant des billes sur la plupart des activités sportives qui existent. Ou sur des thématiques en lien avec la gestion, je ne sais pas, de 15 000 personnes, si c'est un PDG qui a une entreprise de 15 000 personnes, par exemple. Donc, ça vous permet de vous enrichir, donc vous ne vous fermez pas au sport. Ce serait dommage. D'autres questions? Non? Oui? Attends, le micro, là, si tu peux te lever. Il n'y a pas besoin. Bah si, on a besoin, parce qu'on retransmet la conférence. Bonjour, je m'appelle Jonathan Fessard, ma discipline sportive c'est la force athlétique. Donc ma question c'était quelle est votre spécialité de base? Et en plus, est-ce que vous êtes spécialisé plutôt dans les sports individuels ou collectifs? Ok, bonne question. Mon sport que j'ai pratiqué étant jeune, c'était la natation. C'est pour ça que je me suis tourné d'abord vers le pôle France des dauphins du TOEC. Ça rassure toujours quand on commence par quelque chose qu'on connaît. Par contre, la natation, je ne dirais pas que c'est un sport que je maîtrise plus sur la dimension mentale que les autres sports. Parce que finalement, en soi, ça fonctionne. La machine mentale, elle fonctionne un peu pareil dans toutes les situations de vie.
Par contre, il y a juste la logique interne de l'activité sportive à respecter. Alors moi, j'ai vraiment une grande appétence pour la dimension individuelle. Voilà, un peu moins collective. Je trouve que dans un collectif, on y va un peu plus avec le travail du coach, mêlé avec le travail du coach, tout ce qui est autour de la cohésion d'équipe et ainsi de suite, ce sont des thématiques qui m'intéressent un peu moins. Par exemple, si je devais m'associer un jour avec un préparateur mental ou une préparatrice mentale, je prendrais quelqu'un qui est spécialisé en cohésion et en accompagnement du collectif, parce que moi, je peux le faire. Je le fais, par exemple, avec le hockey. Mais j'ai un peu moins cette appétence pour ça. Voilà, j'aime bien, moi, travailler dans la privacité et l'intimité d'un accompagnement individuel et d'aller vraiment jouer sur des détails et affiner des recettes mentales. Je préfère ce côté-là. Alors, cela dit, nous, joueurs en volleyball, avec l'équipe de France de volleyball, on a des joueurs en fonction de leur poste qui sont rentrés dans une démarche de préparation mentale individuelle et qui appartiennent à un collectif. Ah oui, par contre, je travaille dans beaucoup de sports collectifs, mais avec simplement un joueur ou deux joueurs ou plusieurs joueurs, mais sans faire un travail global. Il en est de même pour la préparation physique, d'ailleurs. C'est bien, on va pouvoir continuer, je pense. On va arriver sur les fondamentaux qui ont permis de structurer ton métier. Alors, quelques fondamentaux. Voilà, c'est pris en quelque sorte un petit peu pêle-mêle, parce que bien sûr, on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Il faudrait qu'on passe quelques semaines ensemble. Mais en gros, pour comprendre un petit peu les enjeux de la dimension mentale, ça se retranscrit à travers cette opération assez simpliste entre la volonté d'un être humain et son imaginaire. Donc la volonté, c'est ce que vous voulez, et votre imaginaire, c'est écrit en dessous, les pensées que vous avez tous les jours. Vous en avez environ, les neurosciences nous disent qu'on en a environ 60 000 par jour. Par contre, il faut subdiviser ce chiffre en deux. Il y en a environ 55 000 qui sont de l'ordre de la rumination et à peu près 5 000 qui sont vraiment des pensées conscientes à part entière. En gros, 55 000, c'est presque le même type de raisonnement, de fonctionnement mental, de schémas mentaux qui reviennent de manière incessante chaque jour, les mêmes questionnements et ainsi de suite, et 5 000 qui sont vraiment spécialisés en rapport avec ce que demande la journée. Voilà. Et donc, ce qu'on peut remarquer sur ces deux opérations, c'est lorsqu'il y a une divergence entre ce que vous voulez et votre imaginaire, eh ben, c'est votre bien-être qui va en être impacté, ou pas. Okay. Donc par exemple, je veux être en confiance dans telle situation compétitive, par contre, j'ai plein de pensées de peur, de doute, de scénarios désagréables et ainsi de suite qui sont présents dans mon esprit, ça va avoir tendance à diminuer mon bien-être et notamment avoir des conséquences comme par exemple un stress négatif, de la pression, de la dévalorisation et ainsi de suite, et diminuer la performance finalement dans la situation. Lorsque dans votre volonté, votre imaginaire est plutôt axé à ce que vous voulez, là vous allez avoir tendance à bien vivre la situation et la performance y sera sûrement corrélée. Je précise, je ne dis pas que dans la première opération il n'y a pas de performance et je ne dis pas que dans la deuxième il y a nécessairement de la performance. On tend vers. Okay ? Bien sûr. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas prévoir les pensées du futur. Okay, sinon, ça reviendra à prédire le futur. Donc, vous ne pouvez pas savoir, lundi prochain, 16h37 et 12 secondes, quelle est la pensée précise qui va passer dans votre esprit. Pourtant, vous n'arrêtez pas d'essayer de vouloir prévoir le futur. Erreur, c'est extrêmement énergivore. Et la plupart du temps, vos projections dans le futur sont quelque chose de strictement pas du tout constructif, non productif et très 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 fatigant pour l'esprit. Okay. C'est pour ça que dans votre vie, vous allez rencontrer plein de gens très fatigués pourtant qui dorment beaucoup parce qu'ils ont un fonctionnement mental énergivore. Fonctionnement mental énergivore, c'est que vous avez un taux de présence assez faible. Okay. Donc, par exemple, l'une des parties de mon travail, c'est l'insertion à l'emploi, notamment avec des 16-25 ans,
okay, qui sont dans des situations difficiles avec des vies où ils n'ont pas été nécessairement épargnés. Ils sont par exemple en échec scolaire, en échec dans plein de choses et ainsi de suite. Par contre, ce sont tout sauf des gens qui ne réfléchissent pas. Au contraire, ils réfléchissent trop. Et du coup, ils ne passent pas à l'action parce que la réflexion et l'action dans un même instant s'altèrent. Si par exemple je réfléchis tout en parlant, je vais faire si je ne réfléchis pas, bah, mon discours il va être fluide. Donc lorsque vous êtes sur un cours de tennis ou lorsque vous êtes sur un autre terrain de sport, il faudra bien savoir en quelque sorte lorsqu'il est important de pouvoir réfléchir et lorsqu'il est important de faire confiance à ses automatismes. Petit cours de philo, Montaigne en 1566 lors de ses essais disait quand je danse, quand je dors, je dors. Donc quand je joue au tennis, je joue au tennis. Voilà. Le problème... Je ne suis pas focalisé sur le résultat. Que se passe-t-il? Une insomnie, c'est quoi? Quand je dors, je réfléchis. Okay. Un doute, c'est quoi? Quand je joue au tennis, je pense au fait qu'il me reste, par exemple, 3 balles pour revenir à 1-1, par exemple. Okay. Donc il y a toujours une discordance entre le contexte et là où se trouvent les pensées. Et c'est d'arriver à revenir, notamment à travers des routines, à respecter cette concordance entre les deux. La petite bulle, la réalité et le calque de l'imagination, c'est qu'on a quand même une petite boule de cristal assez intéressante, selon comment vous m'exposez, comment vous pensez que vous allez vivre la situation. Ben, en gros, vous risquez que ce soit ce type de pensées qui vont passer. Donc par exemple, ça doit être méga stressant de se retrouver dans tel contexte. Bon, bah, à mon avis, lorsque le contexte va se présenter, il va y avoir des pensées de nature assez stressantes qui vont se présenter dans votre esprit. Donc il va falloir modifier votre perception de l'événement pour pouvoir avoir une nature de pensée qui soit différente. Ça marche? Des questions par rapport à ça? Non? Non. Intéressant. C'est que c'était clair. Voilà. Hein. Alors, on va dire la suite du fonctionnement, des fondamentaux du mental selon moi. Vous avez donc 60 000 pensées. J'essaye toujours de donner un côté extrêmement cartésien au mental. De ne pas forcément rester que dans le champ des sciences humaines, mais de rendre ça presque mathématique. Okay. 60 000 pensées par jour. On les divise en 2 grandes catégories, les pensées. Moi, je ne parle jamais de pensées positives et négatives. Okay. Je parle de pensées limitantes et de pensées utiles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une pensée positive peut être limitante. Okay. Vous êtes cycliste. Vous êtes sur une étape du Tour de France. Vous arrivez à 1 km, vous passez sous la flamme rouge à 1 km de la ligne d'arrivée. Vous vous voyez gagner. L'euphorie monte en vous. Donc ce sont plutôt des pensées positives, l'euphorie. Okay. Et ces pensées positives vous font perdre un petit peu en lucidité et vous oubliez de prendre l'information que ça arrive derrière vous. Vous relâchez votre effort et comme c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le cycliste professionnel, vous êtes coiffé au poteau. Une pensée positive est donc limitante, si elle n'est pas corrélée au contexte. Donc une pensée limitante, c'est quoi? C'est une pensée qui limite l'atteinte d'une volonté. Et une pensée utile, c'est une pensée qui est utile à votre volonté, à ce que vous voulez être. Et tant que vous n'avez pas passé la ligne, rationnellement, ce que vous voulez, c'est être focus. Une fois que vous avez passé la ligne, ce que vous voulez, c'est être dans l'émotionnel qui est compatible avec la situation. Donc là, vous pouvez être euphorique, mais pas trop longtemps. Par exemple, je travaille avec des sprinteurs français. Il y en a certains des sprinteurs que j'accompagne marquent pas mal l'athlétisme mondial en ce moment, parce qu'ils sont dans les meilleurs mondiaux en ce moment sur 60 mètres. Et donc, il court le samedi, il fait sa performance, ainsi de suite. Il est 15e au ranking mondial, ainsi de suite. Super. Il est euphorique. Lundi soir, le coach m'appelle. Il me fait, il dort plus, il saute des repas, ainsi de suite. En gros, il reste dans l'euphorie. Sauf que là, ce week-end, il court à Miramas à côté de Marseille, notamment contre certains mondiaux, où on commence à parler de la qualif pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, il ne faut pas qu'il reste dans cet émotionnel euphorique. C'est très énergivore parce que ce n'est pas corrélé au contexte. Donc, il a fallu notamment mettre une routine pour
trouver un peu la tête froide. Ça marche. Alors parfois, on peut utiliser, ça une petite astuce, des situations un peu symboliques. Donc là, je lui ai demandé de remplir sa baignoire de glaçons. Donc il est allé acheter 2 poches de 5 kg de glace et il est allé s'immerger pendant 1 minute, la tête en partie sous l'eau, pas pendant toute la minute. Okay. Et c'était simplement d'avoir une symbolique mentale qu'une fois qu'il allait sortir la tête de l'eau, focus. Parfois, par des choses aussi simples que ça crée beaucoup de différences sur le mental parce qu'on crée une situation ancrage dans le quotidien de la personne et à chaque fois que ces pensées vont fuiter, ce qui est normal, parce que Montaigne, après, lorsqu'il a dit « quand je danse et quand je dors », il a continué son essai en abordant justement le fait qu'il était normal que vos pensées fuitent en permanence, vagabondent, errent à droite et à gauche. Okay. Et bien, il pourra se raccrocher à cette situation ancrage où « ah oui, j'ai pris ce bain froid pour telle raison ». Donc ça raccompagne l'esprit. Ça marche ? Donc c'est 60 000 pensées limitantes, utiles, okay, et elles vont se subdiviser en 3 dimensions temporelles, passé, présent, futur. Okay. Selon le jeu qu'elles font entre le passé et le futur, ça va induire des conséquences plus ou moins néfastes sur votre présent. Donc si vous êtes stressé, ce n'est pas le présent qui vous stresse. Le présent, il n'est jamais stressant. Okay. Dans le présent, il n'y a jamais nécessairement un doute corrélé à l'instant T. Okay. C'est toujours le fait que, par exemple, vous sentez que vous êtes un petit peu en difficulté, je ne sais pas, en course à pied par exemple, et vous vous dites il me reste encore 10 km. Donc vous projetez dans le futur, vous n'êtes plus dans le présent. Okay. Et du coup, vous repensez dans le passé à certains scénarios où l'autre fois que j'étais pas aussi bien à l'entraînement et qu'il me restait 10 km, j'ai complètement craqué. Et donc ça va induire des doutes dans votre présent. Okay. Le présent est en fait la conséquence du jeu mental entre le passé et le futur. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur la capacité de l'athlète à raccompagner son esprit dans le présent. Ça existe depuis 5000 ans, ça, hein, c'est la méditation. Okay. Et bien justement, je vais vous présenter pour la première année cette année, vous êtes chanceux, Super. Enfin c'est ma vision des choses, un outil que j'ai créé, qui est tiré beaucoup des enseignements de la méditation, mais que j'ai rendu applicable au fonctionnement sociétal dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, toujours, j'ai pas le temps, c'est chiant, excusez-moi pour le mot, mais c'est des mots qui reviennent souvent, j'arrive pas, je vois pas le sens, et ainsi de suite. Donc, l'idée du scan mental, c'est de subdiviser finalement votre mental en 4 pièces mentales. Okay. Une pièce verte, jaune, orange et rouge. Selon la nature des pensées qui passent dans votre esprit, ça va vous induire dans une couleur qui est plus ou moins compatible avec le contexte. Vert, toutes les pensées qui passent sont utiles. Vous n'avez pas de doute, votre brouhaha mental ne prend pas le pas sur la lucidité, vous êtes dans le niveau émotionnel qui est complètement en cohérence avec la situation et ainsi de suite. Vous êtes en confiance, tout ce que vous voulez, quoi. Jaune, vous êtes dans un état qui est compatible avec le contexte, c'est juste qu'il va y avoir la présence parfois de légères pensées limitantes, peu intenses, et qui ont un côté très passant. Okay, donc vous passez vite à autre chose. Orange, là vous êtes dans des pensées limitantes qui sont plutôt d'intensité moyenne, donc notamment des conséquences de stress, donc doute, quelques scénarios désagréables, dévalorisation et ainsi de suite. Rouge, vous êtes à l'opposé de ce que vous voulez être. Angoisse par exemple. Okay. Et donc l'objectif c'est de prendre du recul sur soi. Prenez l'image d'une rivière. Si vous êtes dans une rivière, dans l'eau de la rivière et que l'eau coule à 5 degrés, vous êtes donc mouillé par une eau à 5 degrés, vous avez froid. Okay. Et donc, vous subissez les conséquences de l'eau qui passe dans cette rivière. Mais si vous regardez la même rivière, vous l'observez, elle peut être à 0 degré l'eau, enfin 1, sinon elle glacerait, ça ne vous donne pas froid pour autant. Et bien avec le mental, dites-vous que les pensées, c'est une rivière, okay, qu'il y a 60 000 gouttes d'eau qui passent par jour, okay, et que la position que vous devez être capable d'atteindre, c'est tout simplement d'observer ces gouttes d'eau. Et ça, il y en a il y a 5000 ans qui l'avaient compris sur le fonctionnement humain.
Montaigne, il l'avait compris aussi, on était en 1566. Okay, donc j'ai rien inventé, j'ai structuré les choses de manière à ce que ça soit plus appétant pour l'esprit, plus compréhensible, peut-être plus facile à mettre en place. Et donc la routine est donc assez simple. On identifie la couleur dans laquelle on se trouve, on accepte la couleur. Sinon je vous aurais présenté une maison mentale d'une pièce. Le perfectionnisme, c'est ça. C'est le fait de vouloir une pièce mentale verte là où ce n'est pas possible. Okay. Si vous êtes perfectionniste, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez enlever la pièce verte et vous allez vivre votre vie qu'en jaune, orange, rouge. Okay. Donc, on accepte d'avoir une maison mentale de 3 étages, en quelque sorte, et d'y avoir un temps de présence. Okay. Et parfois, selon les semaines, selon ce qui s'y passe, le temps de présence, il n'est pas forcément le même, au sein même d'une compétition. Okay. Par exemple, il y a des logiques internes de sport qui sont assez longs. Le trail, le cyclisme, du 100 km, ainsi de suite. On peut passer, un match de volley par exemple, on peut passer par les 4 couleurs. En sachant que le rouge est quand même très très énergivore, on y passe assez peu de temps quand même. Ça prend beaucoup d'énergie. Par exemple, imaginez, vous êtes en colère, vous êtes en train de tout casser. Si vous cassez tout pendant 2 heures, vous êtes endurant. Okay. Donc, souvent dans le rouge, on n'est plus du tout lucide. Là, vous ne dites pas que je suis en colère. Okay. C'est en orange, là, vous dites, oh là, je suis en train de me mettre en colère. Vous êtes en train de voir, vous êtes en train de prendre du recul. Une fois qu'il y a l'acceptation, il y a les routines qu'on met en place pour pouvoir descendre d'un étage. Okay. Comment je fais pour pouvoir passer du rouge à du orange à du jaune à du vert, du orange à du vert, du rouge à du vert? Djokovic, joueur de tennis, maîtrise le rouge au vert. Mais bon, Djokovic, il travaille sur son mental depuis l'âge de 15 ans. Okay. Et il n'a pas maîtrisé le rouge au vert de 15 ans à 17 ans. Si vous connaissez un peu l'histoire de Djokovic, vous savez que son sponsor lui a fourni quand même pas mal de raquettes au cours de ses saisons. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle le switch mental. Et le switch mental, c'est un travail qui peut se faire, mais il n'y a pas de baguette magique. Et donc, c'est qu'un processus qui est plus ou moins long selon aussi votre facilité à mettre les choses en place. C'est bon pour le scan mental? Ouais, pas de questions dessus? Donc, dérivé de la méditation. Pour le mettre en place, c'est simple. Pour commencer à avoir cet automatisme, à voir la vie en couleur, ce qui est quand même sympa, vous prenez 3 faits de vie qui reviennent dans vos journées. Genre me brosser les dents, je sais pas, prendre une douche, le premier pas que je pose sur un terrain de football, par exemple. Et à chaque fois, vous vous demandez quelle est la couleur de votre pièce mentale. Okay. Comme ça vous donne un ancrage par rapport à un instant, l'obligation de vous demander la couleur. Ça vous prend 1 seconde. Donc là, vous ne pouvez pas venir me dire ouais, mais j'ai pas le temps, ou c'est chiant, ou ainsi de suite. Okay. Je l'ai fait exprès, je l'ai construit pour ça, parce que je voyais qu'il y en avait qui avaient quand même de la difficulté à mettre la méditation en place et de manière assez rigoureuse. Après, ça ne l'empêchera pas, il faudra y venir à un moment donné. Okay. Cela dit, comme tu le disais, avec l'exemple de Djokovic, il y a de l'habituation, il y a de l'expérience, il y a du travail, il y a des routines prises, enfin des rituels, je ne sais pas comment tu les appelles, qui l'amènent à être capable de passer du rouge au vert dans les moments importants du match. Bon, ce week-end, il s'est fait battre, hein. Mais sa carrière démontre que forcément aujourd'hui, hein, à performance égale, celui qui passe au-dessus, c'est celui qui est plus fort, enfin à niveau technique égal, pardon, c'est celui qui est le plus fort au niveau mental pour pouvoir passer outre. C'est celui qui est le moins verrouillé mentalement. Voilà. Et en fait, dites-vous que par exemple, sur un duel, une adversité, en gros, selon ce que va faire l'autre, ça peut avoir une incidence, avoir un impact sur votre mental. Donc vous verrouillez à plus ou moins faible pourcentage et vice-versa. Okay. C'est pour ça que le vent tourne parfois. Donc par exemple, s'il met 2 balles dans le filet, tiens, mon mental peut un petit peu se libérer, et donc du coup, ça va fluctuer sur l'autre, et ainsi de suite. Donc il y a même du travail dans la dimension mentale sur comment arriver à pouvoir jouer sur le mental des autres. C'est une partie aussi qu'on peut faire notamment sur les chambres d'appel en athlétisme et en natation. Chose assez intéressante. Si je puis me permettre, Adrien, maintenant
intéressant un peu à la méditation. Tu disais que ta référence c'était une certaine forme de méditation. Est-ce que c'est en relation avec la méditation de l'instant présent? Alors, il y a la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, elle a pour but de venir être plus connecté avec donc l'instant, les sens, de faire aussi des choses en pleine conscience. Donc, par exemple, le fait que là, je prête attention à ce qui se passe sous mes doigts en frottant sur la table, c'est une forme de pleine conscience, ok? Je peux tout à fait prêter attention à ce qui se passe sous mes doigts en ce moment et continuer à avoir un discours extrêmement fluide, parce que mon discours fluide, c'est un automatisme. Je n'ai pas besoin de prévoir les mots qui vont sortir de ma bouche. Okay. Donc je pourrais très bien vous mener toute une conférence en étant centré sur pourtant complètement autre chose. Ça marche ? On peut aussi travailler avec la méditation sur la gestion de la douleur. Donc c'est les sports où il peut y avoir une fatigue musculaire assez importante qui nous met dans des zones rouges, parce que forcément, ça c'est pour les pensées, mais comment est retranscrit la douleur? Par des pensées. Et selon la perception que vous avez de votre douleur, donc ça peut vous servir aussi de scan corporel, ce baromètre-là. Ça marche? Et donc la méditation, moi je la prône sous deux manières. Le travail de la pleine conscience et le travail de tout l'inverse. Est-ce que quelqu'un connaît le mot antagoniste, l'antonyme de conscience? Je me trouve sur Non, c'est pas l'inconscience, c'est pas le subconscient, c'est la nescience. La nescience, c'est l'oubli de soi au service d'être complètement dans l'action. La nescience, c'est à mon sens l'état de flow, c'est le Saint Graal. C'est quand il n'y a plus aucune réflexion et que vous êtes complètement imbibé de l'action. Donc, observez des virtuoses en musique, observez des danseurs qui sont vraiment imprégnés dans un instant, observez des gens charismatiques et éloquents lorsqu'ils parlent et que vous sentez qu'ils sont habités par ce qu'ils disent. Regardez des sportifs lorsqu'ils font certaines choses dans leur sport. Vous pouvez le sentir lorsqu'ils sont nescients. Ça veut dire que absence de réflexion totale. Moi c'est Valentin, ma spécialité c'est le badminton. Est-ce que selon vous c'est possible après un certain travail qu'un athlète soit dans le jaune continuellement et soit aussi performant dans le jaune que dans le vert? Il y a même, je te dirais que le jaune, admettons, tu arrives en finale d'un tournoi en badminton, tu joues la tête de série numéro 1 ou tu es la tête de série numéro 1 en double avec ton partenaire. Bon, il peut être normal, si c'est la première fois que tu es exposé à gagner un tournoi, donc c'est une situation nouvelle pour toi, d'aborder les choses en jaune. L'état jaune est un état compatible avec la situation. Donc, ça reste un bon état d'esprit. Okay. Comme tu peux appréhender ton match avec un début orange et puis que tu te libères au fur et à mesure et que tu finisses vert. Tous les cas de figure sont possibles. Okay. Donc, le jaune n'est pas du tout quelque chose qui va être contraignant pour le bien-être et la performance à partir du orange, que c'est gênant. Okay. Surtout si tu as une bonne posture par rapport à tes pensées, les doutes ils sont passants. Par exemple, en venant ici, là vous êtes une assemblée de, je sais pas, 40 personnes, 50 personnes? On est plutôt 60 là. 60. J'ai pu avoir sur la route des pensées passantes de est-ce que je vais être bon, est-ce que ça va les intéresser, est-ce que si, est-ce que ça. En gros, mon esprit il est parti sur des choses en rapport avec le futur. Donc on pourrait dire que c'est du jaune, mais du jaune que je vis bien. Donc pas de souci. Et du coup, c'est-à-dire que chaque étage peut aussi être personnel à chaque individu? Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai parlé de maison mentale, c'est parce qu'après on va y mettre des objets. Par exemple, si on a travaillé des choses dans la pièce mentale verte, notamment j'utilise des images mentales, c'est comme si on disposait de la déco dans cette pièce mentale verte qui représente l'image mentale associée à une symbolique derrière. Donc les images mentales, elles sont très appétantes pour l'esprit. Okay. Et si vous leur associez une symbolique, c'est un peu la locomotive avec les wagons. La locomotive, c'est l'image mentale, et les wagons, c'est le sens que vous donnez à l'image mentale. Et donc, il faut vous attendre à ce que ce soit ce type de pensée qui passe naturellement dans votre esprit. Donc, ça vous fait revenir vers le vert. Donc oui, on y met de la déco. Pourquoi 3 fois par jour, je vous demande ça? Je vous demande de bien connaître vos pièces mentales. Là, admettons, je ne sais pas, vous venez me voir pour la première fois au cabinet. Vous ne la connaissez pas. Okay. Par contre, dès la deuxième fois que vous venez à mon cabinet, vous reconnaissez que c'est mon cabinet, parce que vous êtes déjà venu. Si vous allez une quinzaine de fois dans le orange,
Vous allez arriver à détecter très rapidement quand vous vous sentez orange. Prise de recul. Okay, donc, n'ayez pas peur d'aller voir du orange, du rouge, du jaune, du vert. Okay. L'importance de la reconnaissance, du coup. L'identification, oui, carrément. D'autres questions? Vous avez parlé de la notion d'amnescience, c'est ça? Nescience. Nescience. Ok. Est-ce que c'est une... comment dire ça? Est-ce que c'est un des facteurs qui amène à l'état de flow? Oui. C'est une autre manière de parler du flow, la nescience. On va dire que... C'est quasiment un synonyme, en fait. Ouais. En fait, quand tu es dans un état de flow, tu es un peu dans un état de nescience. Tu parles avec tous les gens qui ont connu l'état de flow, ils vont te parler d'une étrange simplicité, le fait de comprendre tout, voir tout, d'une facilité, d'une fluidité, tout coule de source en quelque sorte dans l'état de flow. Un sentiment aussi qui ne peut rien t'arriver en quelque sorte, presque capable de prédire le futur avec vraiment une croyance très très profonde. Okay, et donc la nescience, ça se travaille. Par contre, on passe sur un côté presque un peu spirituel du travail. On est sous une forme de travail d'élévation. Donc en gros, dites-vous que votre dialogue interne, il a un brouhaha de 60 000 pensées. Okay. Ce qu'on essaye de faire pendant les séances, c'est d'être à l'aise avec le fait que vous avez un certain volume sonore de vos pensées et qu'à un moment, ça décroche. Un peu le principe d'être dans la lune. Mais là, de le faire de manière consciente, en quelque sorte. Enfin, de vouloir atteindre ça. Okay, et donc, d'être complètement là, sans être là, d'être partout et nulle part, et de se dire à un moment, tiens, je pensais à rien. La conscience a repris. Ok ? Merci pour l'apport de ce concept. Alors, une dernière chose pour finir avec les fondamentaux. Les neurosciences nous disent que tout simplement, lorsqu'on mesure l'activité cérébrale d'un être humain, on remarque qu'à 85%, l'activité cérébrale est la même entre ces trois situations-là. Faire la situation en vrai, l'observer et l'imaginer. Ok ? Si vous comprenez ça, vous comprenez sur quels facteurs on va jouer pour pouvoir arriver à ce que certaines pensées passent plus que d'autres, qu'on essaye de favoriser l'atteinte de certains automatismes pour arriver à réparer, par exemple, un arrachement tendineux, et ainsi de suite. On peut travailler finalement beaucoup sur l'imaginaire de la personne, à lui faire vivre certains scénarios, situations, okay, et lui permettre du coup de pouvoir changer son mindset ou le type de pensée qui va passer lorsque le scénario va se présenter dans une réalité. Okay, donc en gros, c'est de se dire que pour une situation vécue, eh ben, ça équivaut à une situation imaginée. Donc, je vais vous prendre un exemple hors sport pour bien comprendre ça. Prenons par exemple un petit accident. Deux mêmes personnes, deux mêmes cheminements de vie, même année de permis, situation vraiment identique, mais ce sont deux personnes distinctes. Okay. Il y en a une le lendemain qui reconduit avec confiance, et l'autre, non. Pourquoi ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait la réponse ? Valentin ? La capacité revient dans l'étage du verre. Ouais, par exemple. Il est dans la rumination. Ouais, exactement. Effectivement, il y en a un qui a beaucoup ruminé l'accident, voire même qui l'a amplifié, qui s'est vu mourir, okay, et l'autre qui, dans son dialogue interne, s'est vite détaché de ça, okay, et qui, à un moment, n'y a tout simplement plus pensé. Et ben, si on fait les totaux mathématiques à la fin, il y en a eu un qui a vécu 33 accidents dans sa tête, et que ça, c'est l'intensité... 33, c'est pas beaucoup. Et l'intensité, elle est devenue de plus en plus faible. Et l'autre qui en a vécu peut-être 1624 avec une intensité émotionnelle de plus en plus forte. Forcément, 1624, ça va toucher et attaquer mes automatismes de conducteur et donc la confiance qui est corrélée. Voilà. Ça marche ? Donc, ce qu'il ne faut pas juger en soi, c'est le vécu de la personne. C'est plutôt son imaginaire associé. Donc il peut y avoir des trucs
tout bêtes qui créent des énormes blocages parce qu'au niveau du fonctionnement mental, bah, effectivement, ça bloque comme un disque rayé et ça passe tout le temps le même scénario et bien sûr par l'accumulation, ça le rend de plus en plus désagréable. Ça marche pour ça? Des questions? Oui. C'est bon, t'es bien. Moi, je suis pas mal. Je vais prendre mon exemple, parce que moi je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Donc quand on est toujours au stade orange, et j'arrive pas à mettre, j'ai essayé de mettre des images associées à des choses positives, mais ça marche pas. Comment je peux faire pour descendre des étages? Ce qui te met orange, c'est le fait que tu ne sois pas assez dans le présent. C'est-à-dire que ton esprit t'amène beaucoup trop à aller te projeter sur le scénario possible de ta compétition. Tu parles en lien avec ton sport? Non, c'est tout La vie de tous les... Ok. Tout le temps, je réfléchis. Donc tu vois, par exemple, comment va se passer telle situation, tu vois, ça va toujours être en rapport avec le fait que ça va te projeter sur quelque chose dans le futur, ok, ou de faire référence à quelque chose dans le passé. Okay. Et c'est ça en fait qui te met constamment orange parce que ça rend tes pensées bruyantes dans ton esprit. Je parle beaucoup du volume des pensées parce que c'est vraiment important de comprendre que quand on perd en lucidité, c'est qu'il y a un concert de hard rock metal dans sa tête en quelque sorte. Okay. Lorsque c'est une douce symphonie qui accompagne parfaitement un contexte, ben, on a un volume sonore plus bas. Okay. Il faudrait que tu fasses un travail sur ta capacité à pouvoir revenir et te réancrer dans le présent. Mais si tu n'as donné aucune importance au présent et que tu t'y sens pas bien parce que tu n'y es jamais, pourquoi tu retournerais dans cette pièce? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu apprennes à la connaître, il faut que tu la trouves confortable et il faut que du coup on commence à placer une croyance forte que dans le présent, c'est cool, je m'y sens bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis quelqu'un qui a une très très forte capacité à m'installer dans le présent, mais pas comme ça. C'est parce que j'y passe un temps fou et je m'y sens, mais je kiffe. Et comme la croyance, elle est forte, lorsque mon esprit commence à être un peu à divaguer à droite et à gauche, tout comme vous, hein, je fais autant que vous à me faire des scénarios compliqués et ainsi de suite, bah, mon esprit il se dit, attends, dans le présent, tu te sens méga bien. Et surtout, c'est là où c'est synonyme de performance. C'est là où je vais avoir le discours que j'ai aujourd'hui, par exemple, devant vous. Mais pas parce que vous vivez un bon moment, parce que moi, j'en vis un bon. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Ok? Parce que si je suis porté sur votre jugement, je me pollue. Par contre, si je suis porté sur l'énergie que je vais employer, ok, la posture dans laquelle je viens vous voir, la confiance que j'ai dans la richesse de mes mots, l'intensité de mes paroles et ainsi de suite, tout ça, ce sont des certitudes. Tu n'as aucune maîtrise sur ces éléments-là, ce sont mes mots. Par contre, si je suis centré sur ce que tu vas penser de ma réponse, je risque de me faire parasiter. Tu vois? Donc, en fait, c'est de créer une grosse croyance, une croyance remplie de plein de faits passés, dans lequel vous vous êtes senti bien dans le présent, ok, et que du coup, bah, ça va être un peu exponentiel, ça va se mettre de plus en plus vite en place. Donc oui, il faut faire des choses dans le présent, s'y sentir bien, le relever, et ainsi de suite. Et l'accumulation fera que tu arriveras à le mettre en place. C'est un travail qui n'est pas évident. Hein. Ah non. Ça demande du temps. Oui. Il faut le faire tous les instants. Ouais. En gros, moi, j'arrive que à me concentrer quand je suis vraiment hyper énervé. Ok. Ça. Et dans mon sport, c'est là, quand je suis en compétition, je suis hyper énervé. Et c'est le seul moment où j'arrive à penser juste au présent. Mais c'est très, très énergivore. Ouais. Alors, en soi, peut-être qu'il faudrait arriver à trouver, par exemple, le bon temps d'activation de cet émotionnel que tu as besoin pour pouvoir soulever et utiliser ta force max, et que ça trouver en gros le bon juste milieu entre le fait que tu fasses une bonne montée en puissance et qu'il n'y ait pas la redescente parce que ça a été énergivore, tu vois. Si tu le fais 1 heure avant et que finalement, bah, au bout de 45 minutes, tu es épuisé, tu vois, bon, bah, tu vas être déjà sur la pente descendante. Donc ça serait d'arriver à calibrer une routine qui en 10 minutes ou en 15 minutes, à travers des images mentales, du dialogue interne, de la musique, une symbolique, une gestuelle et ainsi de suite, te fasse monter parfaitement à la bonne activation physiologique pour qu'une fois qu'il y a l'effort, ensuite tu redescends. Tu vois ? Et comme tu as plusieurs barres, j'imagine, à faire
tout au long de la compétition. Okay. C'est d'arriver à avoir une bonne maîtrise et de comprendre, mettons, Adrien, par exemple, moi je vais avoir 45 minutes entre mes barres, à peu près. Okay. Donc ça doit être une routine qui est compatible avec le fait que la logique interne de ton sport te demande un effort max toutes les 45 minutes ou toutes les 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est une recette, c'est pour ça que j'adore les sports individuels. Le vocabulaire que tu viens d'employer, la logique interne, il est quand même si tu disais que tu travaillais avec des personnes dont tu ne connais pas forcément exactement l'activité, tu vois, là, il t'a quand même, Adrien a donné des données, connaît l'activité qui te compte. Voilà. Donc les exigences de l'activité, en termes de logique interne, et ta formation STAPS doit aussi t'aider à cela, sont importantes quand on va dans cette démarche de la performance, en termes de connaissances. Alors je vais même vous dire un truc. Je fais beaucoup de parallèles avec la cuisine. Quand vous cuisinez, vous y mettez des ingrédients, d'une certaine manière, avec des certaines quantités, et ainsi de suite, et ça va vous donner un plat avec une présentation et un goût, en quelque sorte. Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, il faut prendre en compte le cuisinier, okay, quel est son vécu, et ainsi de suite. Et puis ensuite, il va falloir comprendre quel type de recette il veut faire, dans quel contexte, dans quel environnement, et ensuite y choisir les bons ingrédients dans la bonne quantité, et ainsi de suite. En fait, c'est clairement un travail de cuisine, ce qu'on fait en préparation mentale, c'est ma vision des choses, hein. Mais j'utilise beaucoup cette métaphore avec la cuisine. Ok ? Donc bonjour, moi je m'appelle Louis, je suis en spécialité football, et j'ai une question d'un point de vue sportif. Comment vous savez, vous, que vous avez été performant ? Est-ce que c'est seulement le ressenti de l'athlète ? Est-ce qu'il y a des critères qui sont visibles ? Déjà, je vais poser la question, est-ce que tu as aimé le moment ? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas passé dans les 4 couleurs, hein, mais est-ce que tu as fait de ton mieux ? À mon sens, l'échec et la réussite, pour moi, ce sont des choses qui sont très parasitantes, polluantes. C'est qu'un concept sociétal, l'échec et la réussite, déjà. Parce que dans d'autres sociétés dans le monde où j'ai pu avoir l'opportunité d'aller, il n'y a pas cette notion d'échec et de réussite. Donc c'est très très sociétal, et d'ailleurs, malheureusement, quelque chose comme l'école a tendance, ou l'éducation qu'on reçoit finalement de nos parents, a tendance à le mettre en exergue, ça. Okay. Mais déjà, si tu as le profond sentiment d'avoir fait de ton mieux, la réussite, elle est déjà là. Okay. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne fait pas de son mieux et qui s'installe dans une forme de médiocrité. Ça c'est pas beau, ça. Okay. Et donc, en plus, la médiocrité, en quelque sorte, elle peut être empoisonnante. Ça veut dire quand on commence à être médiocre dans un fait de vie ou dans un rôle qu'on joue dans notre vie, ça peut contaminer les autres. Okay. Donc, en soi, il va y avoir le ressenti de l'athlète. Okay. Il peut y avoir des... rattaché à un résultat, pourquoi pas, mais tu vois, c'est secondaire. Ça va être d'abord le ressenti de l'athlète. Et puis, est-ce qu'il est arrivé à mettre en place des choses qu'on a travaillées et que ça a fonctionné pour lui? Okay. Des choses comme ça. Après, c'est toujours un tout. Il y a la part aussi de la qualité du travail de l'entraîneur, de la préparation physique. Moi, je suis qu'une dimension parmi tant d'autres. Mais si son mental ne l'a pas verrouillé, en quelque sorte, c'est que j'ai bien fait mon taf. Voilà. Par exemple, ce week-end, j'ai pas eu des très belles performances sportives. Ça a été un week-end un peu noir, ça peut arriver. Okay. Moi, quand il arrive des choses comme ça, bien sûr, ça m'affecte sur le temps. J'ai le même fonctionnement mental que vous, ça me met des doutes et ainsi de suite. Mais tout de suite, dire, OK, comment on va affiner telle recette pour pouvoir arriver à trouver la solution. Et c'est ça que j'aime. Sinon, c'est trop facile. Tu vois ? Une chose importante, pour terminer, il ne faut pas baser ça que sur le sport. OK ? Par exemple, toi qui fais du football, je travaille avec Alexandre Mendy. Le travail qu'on fait essentiellement hors football, pour qu'il soit bien sur un gazon. Okay. Donc il y a aussi tous les autres rôles que vous avez à jouer dans votre vie, ils ont une influence sur votre épanouissement. Si par exemple,
moi je suis devant vous et je suis préoccupé par, je sais pas, mon rôle de papa, parce qu'il s'est passé quelque chose avec ma petite fille. Forcément, je peux avoir plus de pensées parasites qui viennent polluer en quelque sorte mon discours. Donc, il est important de ne pas mettre en quelque sorte tous ses œufs dans le même panier, même quand vous mettez 40 heures au service de votre discipline. Petite question, puisqu'on parle de performance, justement, en cas de contre-performance, sur un week-end noir par exemple, tu conseilles, ou qu'est-ce que tu penses plutôt, je ne sais pas si on peut appeler ça un débriefing pour revenir sur la contre-performance, alors plutôt à chaud, plutôt en laissant passer un peu de temps, alors peut-être que c'est personnel à la personne aussi, je ne sais pas. Exactement, c'est ça. Donc, comment tu envisages la chose, toi ? En effet, c'est plutôt personnel à la personne et par rapport au fonctionnement avec l'athlète. Il y a des athlètes, ça va être peut-être plutôt essentiel de le faire à chaud, et d'autres, vaut mieux laisser un certain nombre de jours. Quand on dit à chaud, c'est juste après la juste après la compétition. Ouais. Ça va dépendre de chacun. Par exemple, là, ce que je sais, le week-end a été noir. Par contre, je sais que lundi, par rapport au banc d'audio que j'ai reçu des athlètes en compétition, ils sont déjà tous repartis au travail. Et donc, en termes de résultats, le week-end, il est noir. Par contre, en termes de choses qu'on met en place et intérêt pour le process et non pour le résultat, le week-end, il est blanc. Parce qu'ils me renvoient tous l'indication qu'ils n'ont pas un rapport bloquant en résultat et qu'ils s'intéressent beaucoup plus à la notion de progrès. Donc, ils sont dans un processus. Ouais. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et tu les orientes sur lorsqu'ils se remettent au travail, enfin, quand ils continuent leur travail sur... Peut-être de la recherche, tout simplement, pas trop se poser de questions, chercher du plaisir dans l'entraînement, trouver des sensations positives. Tu les orientes ainsi ou tu les laisses faire complètement ? J'imagine aussi que c'est complètement individuel par rapport... Alors, ça touche de près une thématique assez importante qui font peur à beaucoup de coachs en France encore. Okay. Vous n'êtes pas auprès de l'athlète le coach de son sport. Même si vous y connaissez extrêmement bien dans l'activité, vous n'avez aucun contenu technique à lui donner. Okay. En gros, le seul rapport technique que vous pouvez avoir avec une activité, c'est qu'il vient avec une demande et vous lui faites visualiser, en quelque sorte. Okay. Mais vous n'allez pas commencer à donner votre grain de sel, de dire peut-être que j'ai vu ton match, peut-être qu'il faudrait que ici tu prennes telle décision pour faire telle passe, parce que... Non, ça c'est le coach, là. Oula. Vous êtes en train de mélanger les différents cadres, en quelque sorte, du staff et perdre l'athlète dans une de ces deux parties de son staff. Donc, en quelque sorte, l'essentiel, moi, de mon travail, c'est d'avoir un mode de pensée compatible avec le contexte dans lequel vous vous trouvez. Et donc, si par exemple, dans mon discours, on doit justement quitter une réflexion qui est non productive pour revenir à ce que va me demander ma demi-journée, okay, et que la couleur des choix que je dois faire pour que ça soit en cohérence avec une destination de telle couleur, je vais avoir plutôt ce discours-là. Mais je m'intéresse jamais, en gros, à ce que fait le coach. Enfin, je m'y intéresse, mais je ne vais pas avoir de dire par rapport au travail du coach avec son athlète. Ce n'est pas mon périmètre d'action. Okay. C'est important, parce que sinon, si le coach il l'apprend, courez. Bien sûr. Vous allez vous faire virer, en fait. Et voilà. Tu as des coachs qui te demandent à s'entretenir avec toi, justement, pour peut-être mieux percevoir leurs athlètes ou leur groupe, tout simplement. Ouais. Alors, dans les plus gros projets de haut niveau que j'ai actuellement, donc notamment pour les Jeux Olympiques de Paris, je travaille tout le temps avec les coachs. Tout le temps. C'est essentiel, okay, parce qu'ils ont des informations et les yeux que moi je n'ai pas forcément, parce qu'ils voient plus l'athlète que moi, notamment. Là, par exemple, j'ai encore un athlète du sprint français, j'en ai plusieurs, qui vient de recevoir un message d'intimidation du numéro 1 français du 100 mètres. Ok, je ne citerai pas son nom. C'est des techniques qui existent. Okay. Et donc le coach m'a envoyé l'information, ça m'a permis de pouvoir préparer en conséquence mon rendez-vous de demain avec lui. Okay. Parce que je veux voir à quel point on va faire un moteur de cette intimidation pour que ça se retourne contre lui, à la Kobe Bryant, par exemple. Je lui donne beaucoup d'importance, c'est assez plaisant. C'est bien. Des questions, je crois. Oui.
Henri en spécialité foot. Je voulais savoir du coup pour vous quelle est l'importance de la préparation mentale dans la pratique du sport en termes de pourcentage. Impossible à répondre. En fait, si t'es un athlète qui est très peu verrouillé mentalement, ça va rien casser. Très peu verrouillé mentalement dans son sport, par exemple, ou dans sa vie en elle-même par rapport à son bien-être. Tu es un athlète qui est très présent, donc très présent, je parle installé dans le présent, ainsi de suite. Il va être plus difficile. Tu peux avoir besoin de préparation mentale, pourquoi pas, hein, pour faire perdurer, continuer à entraîner, devenir meilleur et ainsi de suite, 100%. Mais l'apport du mental sera peut-être moins important que quelqu'un qui a été très très verrouillé par son mental et qui l'est de par l'accompagnement plus du tout. Et donc là, l'apport mental va être extrêmement important. Donc ça va dépendre d'une personne à l'autre. Après, est-ce que c'est intéressant pour tous ? Ouais, clairement. On apprend déjà à découvrir un peu comment on fonctionne. C'est cool. Une question là juste devant, je crois. Du coup, Antoine, en spécialité boxe, j'avais une question en fait. Vous avez parlé que vous travaillez avec les entraîneurs, les coachs, mais forcément il y a un impact aussi du coach et de l'entraîneur sur l'athlète. Par exemple, des entraîneurs qui vont mettre une pression ou qui vont avoir vraiment une influence sur le mental de l'athlète. Et du coup, est-ce que vous intervenez sur l'entraîneur aussi? Alors, c'est un sujet qui est très sensible parce qu'il faut être extrêmement diplomate. Si tu vas voir l'entraîneur, toi tu arrives, tu es le jeune débarquant dans le staff de l'athlète, admettons, tu m'emploies. Ok, je fais partie de ton staff. Ça fait même pas 2 semaines que je suis là, on s'est vu une fois, tu m'as dit qu'avec l'entraîneur c'était compliqué. T'imagines si j'appelle l'entraîneur, ça fait 8 ans que tu travailles avec, je lui dis, hey, tu fais n'importe quoi avec ton athlète, lui il va me regarder, il me dit, mais tu es qui toi pour me dire tout ça, okay? Alors il va falloir être extrêmement diplomate. En fait, lorsque je fais un premier entretien avec un athlète, je regarde à quel point votre environnement est utile ou limitant. Ça revient exactement aux pensées utiles et limitantes. C'est-à-dire qu'un environnement limitant va générer des pensées limitantes et un environnement utile va générer des pensées utiles. Okay. Si je vois par exemple que dans la relation entraîneur-entraîné, il y a une grande production de pensées limitantes dans tel contexte, effectivement, je vais faire cheminer en douceur et d'une manière discrète, en quelque sorte, induite, sous-jacente, l'entraîneur à ce qu'il rame dans le même sens que moi, enfin dans le même sens que l'athlète, en quelque sorte. Et donc, je vais lui tenir à certains discours et ainsi de suite, mais ça sera fait avec délicatesse et toujours une bonne intelligence sociale, en quelque sorte. Donc souvent, le premier échange avec l'entraîneur, je ne parle pas tant que ça. C'est surtout l'entraîneur qui parle. Okay. T'arrive-t-il de ne jamais être en contact avec le coach ou l'entraîneur? Oui, ça m'arrive aussi. Oui. Ouais, ça m'arrive. Par exemple, Alex, j'ai pas Nicolas Sub au téléphone tous les 4 matins. Voilà, c'est pas la peine. Il y a peut-être autre chose à faire aussi. Bonjour, je suis Pierre Guérin, je suis en spé basket et je me demandais, dans vos séances de préparation physique avec un élève, qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? Redis-moi le début de ta question. En fait, quand vous faites une séance, vous faites quoi? Vous discutez avec le personne concernée? Pour la préparation mentale? Oui, c'est ça, pour la préparation mentale. Ok. Alors. On demande de dévoiler tous tes secrets là. Hein. Ça ne me dérange pas du tout. La première séance, ce que je fais, c'est je fais une photo de vie. Moi, j'appelle ça une photo de vie. Je veux voir en gros votre sommeil, votre alimentation, votre temps d'écran, votre santé, les blessures, d'où vous venez, votre famille, parents, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous n'êtes pas en couple? Est-ce que vos relations de couple avant, ça a été compliqué? Avez-vous vécu du harcèlement scolaire? Savez-vous ce que vous voulez faire plus tard? Ça fait combien de temps que vous faites votre activité? Est-ce que c'est facile pour vous d'interagir avec tout? Pourquoi? Parce que je m'intéresse à tout, étant donné que je prône qu'un athlète heureux est un athlète performant. Et comme le bien-être de l'athlète, il va être impacté par tout ce qui constitue sa vie, ben, je dois m'intéresser à tout. On a un très bon exemple dernièrement avec Kitzbühel, le champion de ski,
qui a gagné la descente là, la semaine dernière, et vous allez voir l'équipe, hein, c'est génial. Il explique qu'il a ces performances-là en ce moment, parce que justement, il a réglé tout plein de choses dans sa vie de tous les jours. Il est bien dans sa vie de tous les jours, et là, il peut se consacrer à son activité, totalement. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Alors après cette séance de photos de vie, c'est là que ça part un peu n'importe où, parce que selon le type de photo de vie qui en ressort, le cheminement sera complètement différent d'une personne à une autre. Et c'est là que je peux plus trop te répondre, mais en quelque sorte, on va voir quelques fondamentaux du mental quand même, pour qu'on parle la même terminologie spécifique à la mienne, okay, et que nos débriefs et nos briefs, en quelque sorte, puissent se faire sur une base commune. Et ensuite, par exemple, avec monsieur, je sais que dans ce qu'il m'a dit, il va falloir que je travaille sa capacité à s'ancrer dans le présent et qu'il s'y sente bien dans le présent. Donc, il va y avoir une dominante méditation assez importante. Par contre, si avec madame ici, je vois que dans son passé, il y a des choses extrêmement dures qui ne se sont pas apaisées, qui se déversent émotionnellement sur son présent, on va faire de l'hypnose. Okay, donc le début ne va pas du tout être le même. Bien sûr, je n'ai pas prévu qu'il y avait des choses lourdes. En cohérence cardiaque aussi, j'imagine que tu vas sur ces techniques. Ouais, la respiration consciente, c'est une porte d'entrée au présent. Donc il est important de pouvoir la mobiliser aussi lorsque nécessaire pour pouvoir jouer avec son activation physiologique. Donc après, ça qui est cool avec ma passion, c'est que comme les chemins sont tous différents, après notre rencontre, j'ai 4 rendez-vous. J'ai un cavalier olympique, j'ai un étudiant en médecine, j'ai un jeune footballeur de Granville et j'ai un tennisman qui est en tournoi actuellement en Égypte. Et je sais que je vais faire 4 séances qui vont être complètement différentes. Et ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas de redondance dans mon travail. Stop. Oui. Alors, on est bien d'accord, parce que c'est toujours une préoccupation lorsqu'on se lance en tant que préparateur mental. Tu n'es pas psychologue. Non. Malgré le fait que tu prennes des informations sur les circonstances de vie de la personne, cette photo de vie, Adrien ne travaille pas sur la modification de la personne du point de vue psychanalytique ou quoi que ce soit. On est bien d'accord. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour vous réduire très facilement, en gros, je vous ai montré passé, présent, futur. Si je vois qu'il y a des choses du passé qui bloquent, je fais de l'hypnose, parce que je suis hypnothérapeute. Si je vois que c'est un problème de posture par rapport à ses pensées, qu'elles nous induisent dans un présent, dans de lourdes conséquences, on va travailler en méditation, d'une certaine manière. Et puis, pour tout ce qui est futur, c'est la visualisation. La sophro, par exemple, c'est un mélange entre le présent et puis le futur. Ça dépend de quel type de sophro on fait. Mais moi, je joue avec les dimensions temporelles. Psychologie du sport, c'est le soin mental. Okay. Et la préparation mentale, c'est le bien-être, l'optimisation des habiletés mentales, la performance et ainsi de suite. C'est ça la distinction majeure. Donc, si vous avez un trouble alimentaire et que le trouble alimentaire, il n'est pas dû à quelque chose nécessairement, admettons, de passé très identifié, admettons, peut-être qu'il va falloir faire un suivi psychologique, par exemple, ouais. Des fois, je recommande le suivi psy, ainsi. Une question. Moi, c'est Florent Lacour, je suis en spécialité handball. Tous vos rendez-vous se font en face à face. Vous faites parfois des rendez-vous en visio, par exemple, avec les nouvelles technologies. 50-50. 50% à peu près en présentiel, 50% en visio. J'ai des athlètes qui sont un peu partout dans le monde. Donc, du coup, c'est vrai que ça me fait loin pour me déplacer. Et tu n'as pas le temps d'aller en Égypte cet après-midi? Non. Quand il y aura la téléportation, tout sera en présentiel. Mais pour l'instant... Une autre question à gauche. Les étudiants sont très intéressés par ton métier, par ce que tu fais. C'est toujours agréable. Les jeunes hommes. Émilien Lefebvre, spécialité football. J'imagine que la fréquence à laquelle vous voyez vos sportifs et les personnes avec lesquelles vous travaillez varie, mais est-ce qu'il y a une fréquence type pour les entretiens? Très bonne question.
Moi, j'ai une manière de travailler un peu spéciale. C'est une fois par mois. Pour pas alourdir déjà vos semaines qui sont déjà bien remplies. Lorsqu'on connaît bien un athlète qui est engagé dans une démarche de haut niveau, et quand on connaît bien comment fonctionne la France et le soutien de ces mêmes athlètes-là, souvent il compose avec des études, son activité, des soins, une vie de famille, une vie de conjoint ou conjointe si c'est le cas, une vie bien sûr sociale, étudiante, tout le tralala, ou si c'est pas des études, c'est un travail. Donc ils ont déjà des semaines pas mal, en quelque sorte, parce que on dispose assez peu en France de la possibilité de pouvoir accompagner très sereinement aussi les athlètes sur certains aspects de leur préparation. Donc déjà une fois par mois, parce que c'est beaucoup plus compatible aussi avec vos emplois du temps. Ça, c'est une des raisons. Ce n'est pas la principale nécessairement. La deuxième, j'ai besoin qu'entre les séances, vous soyez exposés à des faits de vie, à des situations de vie. Le but, c'est de ne pas venir créer une forme de dépendance ou de baisse d'autonomie par le fait que vous avez besoin, en quelque sorte, de me voir pour pouvoir arriver à avoir un mental stable. Okay ? Donc, voilà, pour la raison temporelle et pour la raison de l'autonomie et du retour en quelque sorte entre deux séances à voir toutes les situations de vie que vous avez rencontrées, auxquelles vous avez dû vous adapter, je choisis cette fréquence-là. Par contre, il y a un truc qui est extrêmement clair, c'est que je suis disponible pour mes athlètes 7 jours sur 7. C'est peut-être ça aussi qui fait une différence dans mon accompagnement, c'est que j'ai un fonctionnement encore très nord-américain par rapport à ça. Il n'y a pas trop de 9h-17h, quoi. Si tu m'écris à 23h31 le dimanche soir, je vais te répondre. À 32, à peu près. À part si c'est long. Si c'est long, je vais le garder pour le lendemain matin, ou je vais te dire que je vais te répondre le lendemain matin, mais j'essaye d'avoir quand même un temps de réponse assez rapide, si bien sûr je ne suis pas en rendez-vous ou en conférence. Là, j'ai des messages, par exemple, et je ne peux pas y répondre, ce serait mal poli. Hein, mais ça fait partie de l'accompagnement, et on n'attend pas de stocker toutes les choses qu'on a à dire à Adrien pour ensuite lui en parler. Des fois, on dit, comme on l'a dit, sur des débriefs à chaud. Je travaille avec 2 joueurs de poker professionnels. Parfois, ils m'appellent. Genre, la dernière fois, il était à Vegas. Il m'appelle entre 2 rounds, okay, pour me parler d'un fait de jeu qui vient de se passer, et ainsi de suite. Si vous me prévenez, je peux aussi me rendre parfois disponible quand nécessaire pour les athlètes. Il y a des moments plus ou moins importants et voilà. Tu sais te rendre disponible. Vous dire que le prize money était assez important. Après, ce qui est bien aussi, j'imagine que tu es capable de mesurer, et c'est indispensable dans ton métier, le moment où il faut aussi laisser la distance ou intervenir. Donc ça, c'est lié aussi à l'expérience, à la connaissance de l'athlète, j'imagine. Comme tu disais, ne pas créer un effet une relation de dépendance. Ça, c'est important. Hein. Et c'est toi qui gères en fait la relation quelque part. Ouais, après, en gros, quand vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà. Sinon, je ne vais pas vous écrire tous les 4 matins pour vous demander hey, comment ça va, nana, à part si je me suis mis une note dans mon agenda que je dois vous écrire. Alors moi, comment je fonctionne, hein, très concrètement. Alors moi, je ne suis pas trop technologique, hein, donc vous allez avoir pour moi, plutôt l'organisation très c'est un manuscrite. agenda pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, en gros, si je prends par exemple mes semaines typiques, en fait, ça va être un peu ça. Voilà, des choses un peu raturées comme ça, une fois que c'est fait, ainsi de suite, et je vais tout noter. Donc, par exemple, là... vendredi 2, j'ai tel athlète et tel athlète à Mirama, j'ai tel athlète au championnat de France de badminton, j'ai tel athlète en compétition de nage avec palme à Metz, j'ai plusieurs Thomas, donc je sais pas lui. J'en ai en judo, bref, j'en ai en Belgique, donc je sais un peu où ils sont. Voilà, et donc ça me met des notes selon le niveau d'importance. Je peux prendre quelques informations, enfin je note tout, en gros. Voilà. Il faut laisser des traces, hein, c'est important. Combien d'athlètes avez-vous suivi
Avec le centre sportif de Normandie, il y a 200 athlètes à peu près. Bien sûr, je ne m'occupe pas de tous, mais ils peuvent me solliciter. On va dire que j'en ai environ une cinquantaine, soixantaine, peut-être plus 70. Et sinon, j'essaye de ne pas dépasser 110 à mon cabinet. Voilà. Donc, après, il y a des accompagnements qui se terminent, il y en a qui commencent. Donc, mais voilà, j'essaye de ne pas dépasser 110 et je suis souvent dans cette fourchette-là, à peu près, entre 100 et 110. Voilà. Du coup, Thibaut, spécialité athlée, vous venez de parler de suivi qui se termine, de suivi qui commence. Donc l'objectif finalement, c'est que les athlètes deviennent autonomes et n'aient plus besoin de vous. Oui, c'est ça. Ou il y a ça. Alors parfois, il y a des suivis. Par exemple, j'ai des suivis, ça fait 6 ans qui durent, mais c'est par rapport à tout simplement ce que demande l'exigence de leur projet. Quand par exemple, on est sur le circuit ATP ou WTA en tennis, finalement, en fait, le travail, il ne s'arrête jamais vraiment parce que c'est tellement challengeant comme vie au quotidien ou ainsi de suite qu'on a toujours du travail à effectuer. Et par contre, lorsque j'aimerais faire un accompagnement pour préparer mon premier marathon, à bien le vivre, on sait que l'accompagnement a de grandes chances de se terminer lorsque le premier marathon va être passé. Donc ça va dépendre. Et puis il y a aussi le cas j'accompagne parfois des athlètes pendant 6 mois, 1 an, ça s'arrête, puis 2 ans après ça repart. Parce qu'il y a d'autres choses à travailler, peut-être que la carrière a évolué, les besoins ont évolué, et du coup, l'athlète va revenir, il a mon numéro, hein, et puis il va revenir vers moi, me dire « Ah, voilà, j'ai tel enjeu maintenant, j'aimerais bien qu'on travaille spécifiquement sur tel projet. » Il y avait une autre question, là, oui. Ouais, j'ai une question. Du coup, moi, c'est Antoine, spécialité boxe. Et donc, la question, c'est si, par exemple, dans des sports individuels tels que le judo ou la boxe, quand on a un format avec, par exemple, des poules, où, par exemple, on va pouvoir avoir une défaite et ensuite recombattre, est-ce que vous avez des exercices ou des exercices mentaux afin d'arriver avec un certain reset mental, on va dire, et pas être trop impacté par une défaite qu'on vient de faire ou quelque chose qu'on aurait aimé faire autrement? Faut que en fait, sans présent. Lorsque tu as une défaite, en quelque sorte, ça va être ta capacité à pouvoir revenir à des bons ingrédients mentaux pour être dans une bonne recette. Je continue ma métaphore avec la cuisine. Si tu ne les connais pas, ces ingrédients mentaux-là, et que tu ne sais pas comment les distiller au bon moment, tu veux revenir vers quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai besoin que l'athlète, en quelque sorte, je ne vais pas avoir inventé l'eau chaude quand je vais dire ça, mais ils se connaissent bien, okay, pour pouvoir savoir faire un scan, en quelque sorte de l'état dans lequel il est assez rapidement. On peut l'associer à une gestuelle pour dire maintenant stop, ça suffit, et ensuite initier ce reset avec une routine qu'on aura mis au préalable pour retourner à des intentions jaunes ou vertes, et d'ailleurs en utilisant pourquoi pas le fait de vie comme moteur. Par exemple au championnat de France élite de judo, j'en ai 2 qui sont allés chercher des médailles de bronze, et donc tu te doutes bien qu'ils ont perdu le combat qui leur aurait permis d'aller en finale. Donc il faut se remobiliser en quelque sorte pour cette médaille de bronze. Okay, et d'ailleurs, un gars comme Teddy Riner, qui a une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, a d'ailleurs dit que c'était sûrement sa plus belle. Pourquoi? Parce qu'il était fier de cette capacité à être revenu, à remobiliser en gros les bons ingrédients pour pouvoir être performant et à bien vivre ce combat restant. Okay. Et donc du coup, les exercices ne seront pas forcément les mêmes d'une personne à l'autre? Non, parce que, en quelque sorte, toi, la recette qu'on va construire, admettons, ensemble, serait unique. Je ne sais pas, admettons, tu t'intéresses aux animés. Tu as vraiment un univers dans le domaine manga et ainsi de suite. Peut-être qu'on va s'inspirer de ça. Tu vois? Si je fais à tout le monde, tu serres le poing, tu dis tel mot, et puis ainsi de suite, elle est où la symbolique profonde là-dedans qui peut arriver à te faire sortir du rouge pour retourner vers du vert, tu vois? Il faut que ça soit corrélé à ton histoire. Oui, donc il faut que ce soit un élément fort et qui est déjà
présente dans la vie de la personne. Ouais, on peut s'appuyer sur une fierté que tu as pu avoir sur telle situation de vie sur laquelle on va capitaliser parce que ça va te redonner rationnellement le bon cap à tenir, tu vois. On peut partir notamment aussi à prendre peut-être un objet particulier pour toi qu'on va mobiliser à un instant, ok, ou un mode de respiration auquel tu es très sensible et qui a tendance à vraiment diminuer le volume de tes pensées pour revenir lucide, ok, et ensuite faire le travail préalable à remonter en puissance, ok. En gros, on joue beaucoup avec le bouton de la chaîne IFI, ok. Merci. Il y avait Valentin qui avait une question tout à l'heure. Non, c'est bon. Bonjour, moi du coup c'est Baptiste, spécialité combat. J'avais une question, comment vous priorisez selon par exemple le niveau de l'athlète en termes d'investissement de temps? Par exemple, si vous avez dit que vous avez des athlètes olympiques, vous allez lui accorder plus de temps qu'une personne qui a un niveau régional ou ça va être pareil pour tout le monde? Même le même temps? Tout pareil. Ouais. En fait, tu me sollicites, je te réponds. Si tu me sollicites pas, voilà. J'ai en gros la charge mentale sur les bras de 105, 110 athlètes, sans compter le centre sportif de Normandie, sans les parents à qui parfois, parce que j'ai des mineurs, donc parfois les parents ils veulent avoir des nouvelles, faut penser à tous les entraîneurs avec qui je suis en lien et ainsi de suite. Enfin bref, ça fait un melting pot de 300-400 personnes. Si en plus il faut que je pense à dire alors tu t'es bien brossé les dents ou ainsi de suite. Non, en quelque sorte, il n'y a pas de sous-accompagnement pas corrélé à un niveau ou ainsi de suite. Le petit footballeur que je vais voir, par exemple, cet après-midi à 17h30, il a 12 ans, il m'écrit 3 fois par semaine. Voilà. Donc parfois même, je dirais que les plus jeunes me sollicitent un peu plus. Forcément, parce que peut-être un peu moins autonome. Et donc, quand tu as entre 12 et 15 ans, ouais, souvent j'ai pas mal de contacts avec. C'est plus selon le besoin que selon le niveau. Ouais. Puis c'est par période. Des fois, tu vas passer, alors ça m'arrive parfois de passer vraiment beaucoup de temps à faire des audios, des messages, voir des appels et ainsi de suite, parce qu'il y a une période de rush, il y a un truc à gérer et ainsi de suite. Et puis des fois, c'est silence radio pendant 2 mois. Ça va dépendre. C'est clair que ce n'est pas des horaires de bureau. Ah non, c'est clair. C'est bon? C'est bon? On peut continuer? Parfait. Alors là. En gros, quelques petites choses par rapport au métier de préparateur et préparatrice mentale. Donc, à mon sens, comme j'ai pu aborder à travers certains mots-clés, c'est pour ça que je vais aller vite, parce que j'ai abordé déjà certaines choses. J'ai parlé de la connaissance de soi, j'ai parlé de l'autonomie, puis j'ai parlé d'être heureux, d'avoir du plaisir. Donc, les 3 ingrédients sont là. Pouf, par magie, incroyable. Et donc, pour moi, tout ça, c'est corrélé à la performance. Voilà. Okay. Et donc, quand je parle de maîtrise du dialogue interne, ça passe par plein d'éléments, notamment par sa posture aussi, des pensées, de son niveau d'acceptation, des pensées désagréables qui peuvent apparaître dans votre mental et ainsi de suite. Ensuite, la démarche, je vous ai mis quelque chose que moi je ne respecte pas, mais je vous le présente parce que l'ensemble de mes pairs à l'INSEP le font. Donc c'est pour vous donner aussi un visu sur d'autres manières de faire. Mais la partie diagnostic, passation de questionnaire du domaine sportif, je ne fais aucun questionnaire. Okay, c'est ma vision. Okay. Si vous me demandez pourquoi, il y a eu des tests, des essais et ainsi de suite qui ont montré que certains questionnaires qui sont créés n'ont pas vraiment d'intérêt. Okay. Et pour moi, je préfère être sur du feeling, de l'expérience et sur un côté très cohérent, en quelque sorte. Okay. Donc, questionnaire, moi, ça ne me redonne pas assez d'informations. Par contre, j'ai commencé avec. Voilà, je m'en suis détaché, en quelque sorte. En revanche, petit commentaire sur le questionnaire, on reviendra sur le coup où j'interviens sur l'interaction sociale, pour justement avoir un point de vue qui rejoint un petit peu ton point de vue, d'analyse de ce que c'est qu'un questionnaire. On peut l'utiliser comme un outil, mais ce n'est pas une fin en soi.
On reviendra là-dessus. Ouais. Et puis alors, il y a la manière aussi de débrief un questionnaire, parce qu'un questionnaire, il a envie un peu de mettre une petite étiquette, un petit profilage, un petit truc comme ça. Si c'est pour que ça mette l'athlète dans une case et que ça mette une surréflexion en place, bon, bah, ça va parasiter tout ce que Montaigne voulait dire quand on se dit quand je danse, je danse. Hein, quand je danse, je réfléchis parce qu'apparemment, je suis une personne qui est de nature observatrice et que du coup, au secours. Bon. C'est un peu, sincèrement, hein, c'est un peu la dérive sociétale actuelle. On essaye de me coller des étiquettes et d'avoir des diagnostics pour tout, à tout le monde. Et puis les HPI, les HPE, les HPE à tendance nanan, les HPE à tendance... Eh bien, bientôt, ça va être difficile de trouver un être humain qui n'a pas d'étiquette. Avant, on n'avait pas d'étiquette, on s'y portait très bien. C'est une dérive. Qui vient d'ailleurs un peu du Canada, ça, en passant. Bam. Donc, bon, voilà, vous avez un peu la démarche. C'est écrit un petit peu au tableau. J'insiste sur la coordination avec les actions du staff. Ok, parfois, c'est intéressant de pouvoir échanger avec certains acteurs, notamment l'entraîneur, mais ça peut être intéressant d'échanger parfois même avec, par exemple, les gens du monde médical. Ok, par exemple, j'ai une patineuse olympique qui s'est fait une grosse lésion au genou. Et donc, on travaille beaucoup sur mentalement la synovie, le cartilage, le tendon, ainsi de suite, à reconstituer tout ça le plus rapidement possible et sainement possible. Donc, c'est un mélange de... Après, moi, je fais en gros un mélange entre de l'hypnose, de la visualisation et ainsi de suite. OK. Mon cabinet. Sinon, ça peut arriver que je me déplace à l'entraînement quand nécessaire. C'est intéressant parfois aussi, comme ça je peux aussi échanger avec le coach. Ou sinon, ça peut être aussi dans certains lieux spécifiques qui pourraient être intéressants. La durée, souvent on est en 3 séances à un suivi de carrière. Donc j'ai parlé de 6 ans tout à l'heure. Et puis ça peut être quelques semaines à quelques mois avant l'échéance. Voilà. Alors quelques semaines, si par exemple je suis dans des périodes où mes emplois du temps sont bien chargés, c'est plus compliqué. Ouais, compliqué. Ouais. Pas de questions pour ça? Bon, juste pour aborder différents points, on peut voir sur certaines branches justement que ça peut toucher une population différente. Et là, il y en a un certain exemple. Le pourquoi, enfin, ça répond vraiment un peu à tout ce qui tourne autour de la préparation mentale, les différents outils qui existent. Ça vous donne un panel assez général. Ok, mais c'est pareil, je ne vais pas tout détailler. Le diapo, vous allez l'avoir, donc vous avez juste à le lire. Ok. Ça, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. En gros, pour le passé, j'utilise les 2 techniques ci-dessus. Pour le présent, un ensemble de techniques, et pour le futur, un autre ensemble. Voilà. Ce sont des techniques à part entière. Parfois, entre, par exemple, le renforcement positif et l'imagerie mentale, parfois on n'est pas très sur une séance qui n'est pas vraiment très différente. Ça va dépendre. Okay. Petite question, tu utilises naturellement beaucoup de médias en termes de techniques, hein, en préparation mentale. Est-ce que toi-même, tu les as expérimentées? Toutes. Ouais. Donc tu peux en parler, tu vois les aspects positifs, négatifs, en tout cas sur ta personne. Toutes. Alors, je pratique la méditation déjà sur une base quotidienne. Je fais parfois des retraites silencieuses. Ok. Donc, retraite silencieuse, parle pas. La méditation sur une base quotidienne, il n'y a pas de notion de performance en méditation. On médite ce qu'on est à l'aise de méditer, dans ce qu'on se sent bien, ce qui est compatible aussi avec nos autres sphères de vie. Moi, je tourne aux alentours de 25 minutes à peu près. Okay. Mais il peut y avoir des moments pour pousser vraiment des états de nescience un peu plus loin. La plus longue méditation que j'ai fait, c'est 16 heures. Voilà. Alors, c'était pas en France, c'était au Cambodge. Mais ça a déjà arrivé que je médite assez régulièrement, au moins une fois par mois, 2-3 heures d'affilée. Mais il ne faut pas vous rester dans le terme heure. Tu
Tu te rends pas compte que ça dure 2-3 heures ou 16 heures. Okay. Certains moines bouddhistes qui m'ont un petit peu enseigné la méditation sont capables de le faire plusieurs jours sans boire ni manger. Okay. La respiration consciente, je l'ai fait plein de fois en vous parlant. Je vous écoute, je pense à ma respiration consciente, ça me réancre dans le présent. C'est quelque chose que je vais prêter attention peut-être 100 ou 200 fois par jour. Okay. Alors juste une inspi par exemple. Les ancrages, ouais j'en ai, des ancrages visuels. Le fameux pins de map en quelque sorte qui m'indique de revenir là, à être là, ici, maintenant, pas à droite ni à gauche. Je le mobilise plusieurs fois par jour parce que des fois j'ai des journées qui font 14 rendez-vous. J'ai pas dormi de la nuit parce que ma petite fait ses dents, ainsi de suite, enfin la fatigue normale. J'ai besoin d'être avec la personne et pas sur le fait qu'il me reste 11 rendez-vous. Okay, sinon ça va dégrader mon bien-être et la performance associée. Okay. Donc j'utilise des ancrages visuels. Fixation d'objectifs, ouais, j'en ai. Par exemple, cette année, l'objectif, il est clair. C'est de mutualiser un certain nombre d'entreprises autour de moi pour pouvoir financer l'accompagnement de certains athlètes que je juge nécessaires. Voilà. Juste à ce propos, tu interviens dans des structures style éducation nationale, collège, lycée, école primaire. T'es sollicité ou parce que il me semble que les élèves, aujourd'hui, il y a de grandes problématiques liées à la concentration, à l'attention. Tu parlais de harcèlement scolaire, c'est quand même des problématiques qui ont été largement traitées dernièrement, notamment par la voie gouvernementale. Est-ce que tu as eu des entrées déjà ou on t'a déjà sollicité? Non, l'éducation nationale, c'est quand même un milieu qui est assez fermé et puis assez conservateur. Donc non, par contre, des choses comme la NPE, enfin Pôle emploi, des choses comme ça, oui, ces éléments-là, mais l'éducation nationale, pas encore, même si ça serait tout à fait pertinent de le faire. Oui, mais ils y arriveront peut-être un jour, dans 30 ans. Bon, voilà à peu près pour les outils. Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est l'hypnose et comment vous en servez? Parce que les seules références qu'on a nous en hypnose, en fait, c'est dans la télé-réalité ou dans la science-fiction. L'hypnose de spectacle. Voilà. C'est ça. Alors effectivement, il faut bien scinder l'hypnose de spectacle et l'hypnose de thérapie. Okay. L'hypnose de spectacle, elle a pour but de prendre des personnes qui sont qu'on appelle hyper réceptives, okay, qui ont un lâcher prise total et qui sont, de par leur hyper réceptivité, on peut leur faire un peu n'importe quoi assez facilement. Okay. Par exemple, il y a à peu près 20% d'hyper réceptifs dans le monde. Donc par exemple, parmi vous, il y en aurait 20% qui tomberaient assez facilement en hypnose, notamment dans un contexte d'hypnose de spectacle. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui vont voir de l'hypnose de spectacle, ce sont des gens qui sont déjà un petit peu dans la démarche de vouloir essayer des expériences et ainsi de suite. Donc déjà, il y a un peu le mental qui est tourné vers, il y a déjà une forme de lâcher prise. L'hypnose de thérapie, c'est quelque chose qui est complètement différent. On va être complètement sur un travail très merveilleux, fabuleux, un peu presque dans un monde un peu enfantin, en quelque sorte. Et on va travailler sur des choses qui sont en rapport avec des faits de vie passés et qui ont créé des blocages. Okay. Donc on pourrait travailler, par exemple, sur, je ne sais pas, une agression, un accident, un blocage par rapport à une compétition et il y a une croyance forte, genre à Limoges, je me plante toujours, en gros, par exemple. Des choses comme ça, mais c'est plutôt corrélé au passé qui se déverse de manière assez poussée sur le présent et le futur. Et il y a une mise en hypnose. La mise en hypnose, elle se fait à travers plusieurs étapes qui durent une vingtaine de minutes. Après, la séance va durer, selon les besoins, entre 30 minutes à 1h30. Okay. Et puis après, il y a un retour à être ici. Donc, lorsque vous êtes sous état d'hypnose, si vous êtes vraiment en état d'hypnose profonde, même en thérapie, vous n'êtes plus là, du tout. Okay. C'est-à-dire, vous oubliez complètement que vous êtes dans un fauteuil, dans une salle et ainsi de suite, et vous vivez vraiment les émotions qui sont en rapport avec ce à quoi on travaille. Donc on ne fait jamais d'hypnose à distance. Jamais. Ou combien jamais. Ça peut être un peu dangereux ou traumatisant. Okay. Donc on ne fait que de l'hypnose en présence de quelqu'un.
Moi, j'en fais à distance, simplement sur certaines thématiques, notamment sur le travail de certains membres lésés, parce que j'utilise l'hypnose comme porte d'entrée. Voilà. Ça marche? Bien, il nous reste 3 petites minutes. Alors, on va arriver à la conclusion. Rapidement, la manière de devenir préparateur mental, on l'a un peu abordé. Hein, donc, rappelez-vous que c'est un titre qui est non protégé d'État pour le moment. Donc, votre maman ou votre papa peut se dire préparateur ou préparatrice mentale dès demain matin, si elle veut. Les formations, on les a un peu abordées. Je vous recommande pas trop d'aller sur des formations en ligne. Vous faites un travail humain. Gardez l'humanité dans le process, ok? Donc, pas trop de formations en ligne, s'il vous plaît. Après, voilà quelques conseils dans les plus que je mets. Je trouve qu'il est intéressant parfois aussi d'avoir un bagage en psychologie pure, notamment avec une licence de psycho. Ça peut être intéressant. Je vous donne des qualités sur l'empathie, l'intelligence sociale et l'adaptabilité qui me semblent être des éléments importants. Quelques lectures. Ma vision de comment, en quelque sorte, j'inclus la dimension mentale. Ça a été, dans certains livres, présenté de la manière de gauche. Moi, la manière dont je la vois, c'est à droite. C'est un briquet dans tout. Une synergie. Ouais. Et voilà, on est dans les temps. 29, une minute d'avance. Il peut y avoir encore une question, si vous voulez. Non, ou plusieurs. Là, jeune homme du groupe rapporteur. Bonjour, je m'appelle Malaté, je suis au football. Juste pour terminer, je voulais savoir par rapport au JO 2024 de Paris, si vous avez des athlètes ou pas, et savoir comment vous allez vous organiser par rapport à ça. Est-ce que vous allez être avec eux là-bas? Est-ce que vous allez en suivre certains? Ou est-ce que vous allez les suivre plutôt à distance? Bonne question. J'ai une dizaine d'athlètes pour les Jeux. Je ne serai pas sur place. J'y trouve pas forcément ma place à être sur les lieux de compétition importantes. J'ai dit à un moment, et pour respecter la ligne de conduite que j'ai dit, que mon but de mon accompagnement est de favoriser l'autonomie et l'indépendance. Et donc du coup, si je respecte ça, ma place n'est pas vraiment en compétition. Le travail a été fait, l'athlète est prêt. Après, je suis bien sûr toujours disponible au téléphone s'il se passe quoi que ce soit qui fait que l'athlète, ça le rassure de pouvoir me contacter. Et bien sûr que pour les Jeux, je vais être souvent au téléphone, entre des compétitions. La gestion d'un village olympique, quand c'est la première Olympiade, c'est quelque chose qui est un Disneyland du sport. Donc, même si on s'y prépare un peu en amont, il y a quand même beaucoup de défis en termes de focus, en termes de comportement énergivore. Par exemple, je demande aux athlètes qui vont au jeu d'avoir un podomètre sur eux et de l'activer. Je veux qu'ils se rendent compte à quel point, dans une journée lambda, ils font 15 km tous les jours. Et ils sont à 2 semaines de leur épreuve. Donc t'imagines la fatigue que ça leur crée. Donc c'est pour leur faire prendre conscience de la gestion des médias, la gestion de l'interaction sociale avec le public et ainsi de suite. En gros, dans ma dimension, je m'occupe un peu aussi du côté com, mais sur la dimension mentale, sur les impacts, pas sur comment parler et ainsi de suite. Ça, c'est pas mon domaine. Pour terminer, Valentin? Comment est-ce que vous voyez-vous Il y en aura encore une derrière. Votre mission dans les années à suivre? C'est un peu le défaut de la qualité, je suis très dans le présent. Donc du coup, étant donné que je suis très dans le présent, je me projette assez peu. Je fais confiance à une chose, j'envoie plein de balles, et je sais très bien que dans le futur, je vais en avoir plein de belles. Donc du coup, je serai peut-être préparateur mental d'une sélection nationale un jour, pourquoi pas. Je serai peut-être travailler pour un club professionnel, j'irai peut-être travailler à nouveau dans un autre pays. Je suis ouvert. En tout cas, je fais bien lorsqu'on me demande mon accompagnement. Voilà. Vous avez des envies particulières? Pas nécessairement. Là, je m'épanouis pleinement dans ce que je fais. Après, il peut y avoir cette côté à s'associer à un moment avec quelqu'un sur effectivement des ressources complémentaires ou ainsi de suite. Des choses comme ça, mais non, rien de particulier. Alors la dernière question,
On va finir en apothéose peut-être, je sais pas. Sacha Huet, pour l'escalade et le badminton, on sait que le métier de préparateur physique il est reconnu au titre d'éducateur sportif. Le métier de préparateur mental, c'est reconnu comment sur la grille salariale? Zéro. Le titre, il n'est pas protégé d'État, il n'y a rien. Il n'y a aucune législation là-dessus. Après, par contre, le fait d'avoir un diplôme universitaire fait foi de la qualité de ton cursus. Et les masters sont sur le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, ton master, par exemple, il sera RNCP. Donc, ça te donne un cadre légal. Là où d'autres formations ne le sont pas nécessairement. Mais en soi, tu n'as pas un titre particulier, quoi. Okay. Donc, tu peux te donner des titres super cool, si tu veux, tu vois. Préparateur mental de l'univers, des trucs qui claquent, quoi. Mais reste plutôt quand même... déjà que les entraîneurs, ils ont du mal, alors si tu arrives avec un nouveau terme, tu vas les perdre. On va donc terminer là-dessus. Tu nous dis merci à vous. Eh bien, moi, je vais te dire merci à toi. Avec plaisir. C'est une fois de plus une intervention d'une grande qualité. Merci, Adrien, pour ce témoignage et ce partage sur tes conceptions, sur ton métier. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Salut.